France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum qui vous emmène, et comme chaque jour, jusque 18h avec le sujet à la une. Patrick Jardin, père d'une victime du Bataclan, a appelé la police à tirer sur la racaille algérienne. Après la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN, doit-il faire l'objet de poursuites pénales? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Je vous lirai d'ailleurs la lettre qu'il a postée dans Riposte Laïque. Vraiment, c'est à vomir. On en reparle dans un instant avec Gamal Abina, avec Sabrina Sebaï et Céline Bory. Le foot peut-il calmer la contestation en Algérie? On en parle là aussi, on se posera la question tout à l'heure dans cette émission, sans oublier les infos zappées, le zapping et évidemment le quiz en fin d'émission. Soyez les bienvenus, c'est parti jusque 18h sur France Maghreb 2, ça s'appelle Le Grand Forum et c'est votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h du lundi au vendredi sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti sur France Maghreb 2 donc pour votre Grand Forum jusque 18h en ce jeudi. Nous sommes le 18 juillet, j'espère que vous allez bien. En pleine forme avec aujourd'hui, pour m'accompagner, Céline Bory, journaliste indépendante. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Monsieur Gamal Abina, militant des premières heures. Bonjour Gamal. Bonjour. Madame Sabrina Sebaï. Bonjour Sabrina. Bonjour à toutes et à tous. Candidate, on peut le dire, officielle de Europe Écologie Les Verts pour la mairie de Ivry, dans le 94. C'est ça. Elle y va, il va falloir l'encourager. En tout cas, Sabrina, allez... C'est pas facile, hein. La campagne a déjà démarré? Non, là ça y est, tout le monde se repose, ils prennent des forces pour la rentrée. Ah oui. Bon. Tu y crois, mon Gamal? Elle va y arriver, hein. Ah bah 100%, moi j'ai aucun doute là-dessus. Bon, nous non plus d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est avec nous. Alors, bien entendu, vous êtes en direct avec nous jusqu'à 18h. Tout à l'heure, Céline nous parlera parce qu'on arrive au... C'est quoi, le troisième anniversaire de la mort de Adama Traoré. Et il y a eu du nouveau dans cette affaire aujourd'hui, plus précisément concernant les frères. La libération de 2 frères, ouais. La libération de 2 frères sur 4, parce qu'il y en avait quand même 4 en prison, c'est quand même hallucinant. 4 d'une même famille. Vous imaginez la maman donc qui a perdu un enfant et 4 autres fils en prison. Voilà ce que subit la famille Traoré depuis maintenant 3 ans du côté de Beaumont. Beaumont-sur-Oise, effectivement. Donc il y a une grande marche de prévue, je crois, le 20 juillet. Il y a une grande marche de prévue ce samedi 20 à 14h30 au départ de la gare de Berson-Beaumont. Et voilà, on attend beaucoup de monde. Effectivement. Comme l'année dernière d'ailleurs, qui avait été bien suivie, je crois. Ouais, tout à fait. Depuis 3 ans, ça continue. Ouais, on ne lâche rien, évidemment. Tiens, dans les infos zappées, on verra d'ailleurs qu'il y a des policiers qui ont été décorés, qui sont mis en cause dans des affaires de violence policière. Ouais, voilà, ça se passe comme ça, place Beauvau. Bon, alors pour l'heure, j'ai quand même une sacrée affaire à vous raconter. C'est un monsieur qui s'appelle Patrick Jardin, que vous connaissez certainement, qui est le père d'une victime du Bataclan. Et on peut dire que certains, évidemment, qui perdent un proche, peuvent être nourris d'une certaine haine au début, mais cette haine disparaît au profit peut-être d'aller vers l'autre. Eh bien, c'est pas le cas de ce monsieur qui lui a amplifié sa haine en signant une lettre à vomir dans Riposte Laïque, où il appelle carrément à tirer sur la racaille algérienne. Cette racaille qui dit de cette racaille qu'elle fréquente en masse les allocations familiales. Elle ne pense qu'à ça. Elle n'a qu'à retourner chez elle. J'avais presque envie de vous lire la lettre, mais finalement tellement elle est dégueulasse, ça n'en vaut même pas le coup. Alors la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est sur notre inaction. En fait, Kerry James disait très justement, les médias nous insultent et finalement ils le font avec une certaine tranquillité puisque cela ne comporte aucun risque. La preuve étant, c'est que cette lettre est vraiment à vomir, hein, je vous le cache pas. Et ce monsieur qui appelle clairement à tirer sur la racaille algérienne, cela mérite-t-il une condamnation pénale? Évidemment, vous répondez oui à 94%, il y a quand même 6% qui ont répondu non. Sur Facebook, sur Twitter et le Grand Forum FM2, vous nous appelez. Mais au-delà de ce sujet, de cette question, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est notre inaction. Alors, ce que nous avons fait, c'est que sur la page du Grand Forum, Christophe le Grand Forum, et aussi sur France Maghreb 2, nous avons mis le lien qui existe, qui est ouvert et à disposition de tous et tous pour signaler des contenus haineux. C'est mis en place par le ministère de l'Intérieur. Vous avez juste à y aller,
à remplir. Ça prend vraiment 2 secondes. Signaler, parce que ce genre de propos ne doivent plus être de la partie. Ce n'est plus possible, Gamal, qu'aujourd'hui cette extrême droite, parce que voilà, c'est un monsieur qui se revendique de l'extrême droite de toute façon, et qui avait dit, je crois, Céline, tout à l'heure tu me disais un truc horrible, qu'il aurait rêvé de faire ce que l'auteur de l'assassinat massif du côté de Christchurch, il aurait rêvé de le faire à sa place. Exactement, il avait déclaré il y a quelques mois dans François que Bretton Tarrant, donc le terroriste de Christchurch, a eu le courage de faire ce que lui voulait faire. Donc on n'en est pas, il n'en est pas à un coup d'essai, ce monsieur Jardin. Gamal, en tout cas, finalement, d'insulter, de tranquille qualifier les gens de racailles, d'appeler à tirer sur eux, ça passe tranquille, au calme. Moi, ce que je trouve très intéressant, à la limite, j'ai presque envie de remercier ce monsieur. Ah oui. Ah oui. Parce que, bon, au-delà de la sauvagerie du propos, évidemment, il réhabilite enfin une idée qu'on avait perdue de vue, qui était masquée derrière l'islamophobie, à savoir le racisme direct orienté vers les Maghrébins et pas particulièrement vers les Algériens. C'est-à-dire que monsieur, il dit qu'il faut éliminer la racaille algérienne. Pour information, ce qu'il appelle racaille algérienne, c'est les binationaux qui sont français. Et surtout, il a une haine mal orientée. C'est souvent le problème des gens d'extrême droite, c'est qu'ils se trompent de colère. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes économiques, il y a des problèmes de violence qui ont été produites au Moyen-Orient. Il faudrait dire à ce monsieur qu'il y a eu 5 millions d'Arabes tués au Moyen-Orient. C'est peut-être intéressant de le rappeler. Et qu'aujourd'hui, quand il fait un appel au meurtre, il oublie que la responsabilité de son gouvernement aussi est engagée en termes de sécurité et en termes d'engagement dans les guerres moyen-orientales. Donc le problème aujourd'hui, c'est là où je dis que, bon, j'ironise quand je dis que je remercie évidemment. Quand on va parler chez Riposte Laïque, qui sont de véritables racistes pathologiques, ouais. Il faut se poser les bonnes questions. C'est pas la première fois, effectivement, je viens de le voir qu'il a des sorties comme celle-là. Mais j'avais pas fait le lien. Je pensais pas que c'était le même père. Moi, je rends hommage à sa fille qui est victime d'une barbarie. Je plains le père qui souffre d'une douleur qui est difficilement supportable, et ça je comprends. Je n'accepte pas le raciste qui déploie sa haine en se trompant d'ennemi. C'est affligeant quand même, Sabrina, d'entendre de tels propos, de pouvoir lire de tels propos, alors qu'aujourd'hui on fait la chasse quand même au racisme, à l'antisémitisme, et à juste titre, bien entendu, oui. Mais qu'on puisse lire de telles insultes, de tels propos haineux dans un journal Riposte Laïque. Moi, ça me fait quand même pas rigoler du tout, en fait. Oui, alors c'est vrai que je rejoins beaucoup ce qu'a dit Gamal sur déjà le père qui a perdu son enfant effectivement pendant cette triste attaque du Bataclan, et on ne peut que compatir à sa souffrance, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui seraient pas en capacité de comprendre ni de ressentir ce que lui ressent. Ouais. Et bien évidemment que ça ne justifie pas les propos haineux qui sont diffusés dans sa lettre, et on peut aussi se dire aujourd'hui qu'il a développé un discours, enfin des idées en tout cas extrémistes, hein, parce qu'on peut aussi citer, enfin ce mot-là n'est pas un tabou quand il s'agit de choses comme celle-ci, donc c'est des propos quand même qui sont extrêmement extrémistes, ce qu'il dit quand il dit qu'il faut tirer sur la racaille, et c'est vraiment regrettable. On est dans une société qui se tend. D'ailleurs, Luc Ferry avait appelé à fusiller les gilets jaunes. Oui. Donc voilà, on est vraiment dans un contexte où je pense qu'il faut apaiser le débat, il faut apaiser les questions de société aujourd'hui qu'on traverse en tout cas au quotidien. Et c'est vrai que le traitement médiatique aussi qui est fait jour après jour, enfin moi je comme tout le monde, je suppose, vous avez vu en boucle les images défilées sur BFM TV, sur les Champs-Élysées attaqués par les supporters algériens, par la CAN, par les matchs, le 14 juillet, les gilets jaunes, enfin tout ce qu'on a vu ces derniers jours, tout ça ne contribue pas selon moi à apaiser, en tout cas ni un débat ni un climat qui permet en fait à tout le monde de pouvoir discuter enfin voilà, vraiment moi je trouve que tout ça contribue en fait à disloquer notre société. D'ailleurs, je voudrais rajouter une chose importante. Oui, Gamal. J'ai une copine très bonne amie à moi qui a vu sa cousine mourir dans ces attentats, donc je donne son nom pour que ce monsieur comprenne à quel point son propos est d'une stupidité édifiante. Elle s'appelait Jamila Aoud, mère de 41 ans, de 2 enfants, d'une fille plutôt, excusez-moi, qui est morte ce jour-là, le jour des attentats du Bataclan, qui a pris une rafale de mitraillette dans la rue, et il se trouve qu'elle est d'origine algérienne. Donc apparemment, les tueurs n'ont pas cherché la couleur de peau, ils ont juste cherché à faire un nombre de morts important pour marquer les esprits. Et si ce monsieur ne comprend pas que la douleur d'une mère équivaut à la douleur d'une autre mère, ou d'un père en l'occurrence, eh bien le problème c'est qu'il est aveuglé par sa haine et qu'il ne se rend même pas compte qu'il est le fruit et l'instrument d'autre chose. Oui, mais alors d'accord, on est d'accord sur le personnage, effectivement, qui est épris d'une haine incommensurable. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'interroge,
c'est justement le fait qu'on puisse tranquillement s'en prendre à une communauté, en l'occurrence la nôtre, algérienne, musulmane, africaine, sans que cela comporte aucun risque. Imaginez de tels propos pour d'autres communautés, mais c'est tout de suite la une de tous les médias avec le procureur qui s'auto-saisit. Et là, quand c'est de la racaille algérienne, comme on dit, c'est très orienté. Est-ce que les médias, est-ce que les politiques y sont aussi pour beaucoup dans cette histoire ? Alors, je voudrais juste dire une petite précision, parce que là, c'est vrai qu'on prend ce qu'il a écrit dans Riposte laïque, et on sait tous que Riposte laïque, les idées qu'il propage, les idées néfastes qu'il propage, mais ce qui est très grave aussi, c'est que ce monsieur, il a pu parler avec de tels propos et des appels au meurtre dans François il y a quelques mois sans que ça fasse réagir personne, et là, on n'est pas sur du Riposte laïque. Et j'avais noté aussi au mois de février sur France 3, il y avait l'affaire la question du rapatriement des djihadistes de Syrie qui étaient détenus par les Kurdes. Et il a quand même dit, par rapport à cette affaire, qu'il fallait les tuer. Et il avait écrit, tuons aussi les enfants. D'ailleurs, on devrait commencer par là. C'est ça. Et ce que j'ai vu, il n'a pas été condamné pour ça. Donc la question, c'est pourquoi aujourd'hui, on laisse un homme tenir de tels propos, même si c'est le père d'une victime, ça on le nie pas. Mais à quel moment il y aura une condamnation pour ce type de propos ? Parce que c'est clairement des appels au meurtre. C'est ça, je avec ce qui s'est passé en plus récemment à la mosquée de Brest, pardon. Bien sûr. Et l'imam et un de ses proches qui s'est fait tirer dessus à la mosquée de Brest, on ne peut pas laisser passer de ce genre de propos, sachant tout ce qui peut s'en suivre après, les risques que ça engendre. Mais une réponse très précise. Mon avocate qui est extraordinaire. Ah bon ? Maître Cochin. Il y a l'extraordinaire, je ne peux pas dire pourquoi, parce que ça reste quelqu'un qui a une action sur le terrain militant qui est assez conséquent. Elle fait le travail, quoi. Et qui fait condamner des voyous. Je ne vais pas donner les noms non plus, ça n'a aucun intérêt, mais cette avocate a dit une chose quand j'étais la voir il n'y a pas longtemps pour des propos pareils et des appels au meurtre qui ont été produits par du personnel politique. Et elle m'a regardé dans les yeux en rigolant. Elle dit, mais quand est-ce que vous allez faire une association antiraciste qui aura 5 ans d'existence et qui pourra se constituer partie civile pour poursuivre ces gens-là ? Il faut savoir qu'on n'a aucune association, si ce n'est le CCIF un petit peu. Il n'y a aucune association. Il y a CCIF écrits qui sont portés sur surtout l'islamophobie, mais on n'a aucune association qui fait de l'antiracisme un combat. Aujourd'hui, on a laissé ça au PS, on a laissé ça à SOS Racisme, on a laissé ça à l'ICRA, on a laissé ça à tout un tas d'organisations qui ne sont pas les nôtres, mais on n'en a pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas poursuivis ? C'est parce que ceux qui devraient les poursuivre et qui sont ciblés, en l'occurrence nous, n'avons pas l'instrument nécessaire, donc une association qui a 5 ans d'existence pour pouvoir les poursuivre. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Après, je pense juste par rapport à la question que posait Chris sur la question de la responsabilité politique. Moi, je pense que quand même depuis plusieurs années, on assiste quand même à une dégradation complète sur les propos et sur les termes qui sont employés par les politiques. Moi, je me rappelle de Claude Guéant qui faisait un bras d'honneur à l'Algérie, de Manuel Valls qui disait mettez-moi des blancos. Enfin voilà, on peut encore en citer plein. Brice Hortefeux qui disait quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que c'est problématique, etc., etc. Donc en fait, on a normalisé ce discours finalement de haine raciale, parce que moi, on peut pas citer on peut pas le dire autrement. Et finalement, ça a ouvert une brèche et ça a libéré cette société qui s'est, alors sans parler des Zemmour et compagnie qui passent sur les plateaux télé de grande audience et qui distillent aussi leur haine vis-à-vis de l'autre. Donc tout ça a contribué au fait qu'aujourd'hui les gens parlent et s'expriment librement en exprimant leur haine, en appelant au meurtre, en appelant à la violence librement sans qu'ils soient condamnés. Oui, mais elle est où notre réaction ? C'est ça le problème, effectivement, Christophe, pour en revenir à ce que tu disais. Je rejoins Gamal sur le fait qu'on manque d'organisation et de structure pour peut-être les attaquer, mais qu'est-ce qui nous empêche de descendre dans la rue ? D'autres communautés le font quand ils sont attaqués. Je veux dire, ce genre de propos qui serait on n'a pas cette culture, c'est ça ? On n'a pas cette culture de la revendication, de descendre spontanément dans la rue. Pour le foot, on le fait. On en revient toujours à la même chose. Juste pour une correction, parce qu'il faut pas attribuer une action mauvaise à la mauvaise personne. J'ai aucune sympathie pour Guéant, qui est un ancien extrême droite, mais c'est Gérard Longuet qui l'a fait. Exact. Donc c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que Gérard Longuet n'est pas considéré comme étant extrême droite. C'est un radical, mais il a quand même fait un beau bras d'honneur et il l'a pas fait devant caméra. Il a été surpris à le faire. Et il l'a fait pour qui ? Pour les Algériens, bien évidemment, sur la question de la mémoire. On connaît la musique. Exactement. Alors tiens, je vous lis quand même un extrait, puisque vous m'avez cherché, puis si ça peut franchement peut-être scandaliser, sensibiliser les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, vraiment je vous appelle à aller sur la page Facebook de France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum, on vous a mis le lien où vous pouvez donc signaler, et il faut le faire en masse, parce que de toute façon, regardez, quand il y a des séquences à la télé, quand on saisit le CSA, on a eu des contacts au CSA quand on a parfois organisé des opérations de justement de sensibilisation. Vous disiez, quand c'est des propos islamophobes ou quoi, on reçoit 20, 30, 50 plaintes.
Quand c'est des propos homophobes, c'est 40 000. Quand c'est des propos contre une autre communauté, c'est 100 000. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Nous sommes là et nous sommes attentifs, ou plutôt attentistes à ce qui se passe, sans rien faire, sans bouger, et on continue à nous insulter, puisque cela, comme le disait si bien Corey James, ne comporte aucun risque. Et moi, ça me pose un problème, franchement, qu'on insulte vos sœurs, vos mères, vos pères, ceux qui se mobilisent, ceux qui travaillent, ceux qui payent leurs impôts dans ce pays, et que vous laissez insulter parce que vous êtes inactif, parce que vous n'avez pas d'action concrète à proposer. On préfère, je sais pas moi, effectivement sortir pour aller fêter la victoire algérienne, c'est très bien, mais il faut aussi savoir s'organiser et se faire respecter, et ça passe par justement s'organiser, sensibiliser, et essayer plutôt que de faire des mosquées à tout va, peut-être aussi de construire des structures, des écoles, construire une génération, les sensibiliser à cela, et vraiment on est totalement absent sur ce terrain-là, et c'est affligeant, vraiment c'est affligeant. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce genre d'émission maintenant sur divers radios, et on en est toujours au même point. À lire aujourd'hui en 2019, le 18 juillet, cette lettre écrite par Patrick Jardin: il y en a marre, je cite, il y en a marre, l'Algérie a malheureusement gagné sa demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et comme d'habitude s'en suivit un chaos monumental dans toutes les villes de France, voitures incendiées, magasins pillés, brûlés, dégradation du mobilier urbain, bref, des véritables scènes de guérilla urbaine que nos merdias appellent de légers débordements. Et étant aux ordres du gouvernement, ils sont complices de cette racaille maghrébine qui n'aime que la France que pour les allocations familiales. Il suffit de s'en convaincre et d'aller voir dans les nombreuses caisses d'allocations familiales quelle est la population qui fait la queue, alors que ces gens adorent l'Algérie. Je peux comprendre, c'est un très beau pays que nous avions doté de toutes les infrastructures modernes. Il faut voir ce qu'ils en ont fait, pourquoi n'y retournent-ils pas? Ils y seraient sans nul doute très bien, et nous pourrions revivre très bien, et pour nos magasins, nos voitures, nos enfants. Les Français ne les supportent plus, et ces connards se demandent pourquoi encore... pardon. Ne croyez surtout pas que ce soit du racisme. Ce n'est que de l'observation. Cette Coupe d'Afrique des Nations se déroule en Égypte, et à ce que je sache, hier, donc il parlait de dimanche, je n'ai entendu aucun débordement dans ce pays organisateur. Je n'ai pas non plus entendu parler d'exactions lors de la victoire du Sénégal sur la Tunisie. Pour la finale, je serai un supporter du Sénégal, espérant que cette racaille maghrébine restera chez elle s'ils sont défaits. Pourquoi ici en France, à chaque fois, c'est le bordel? Tout simplement parce que nous avons des dirigeants qui n'ont pas ce qu'il faut dans le pantalon pour prendre des mesures qui s'imposent, rétablir l'ordre et l'état de droit partout, les moyens, et s'il le faut, tirer dans cette racaille. Bon, je m'arrête là. Ouais, c'est du vomi. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on se rend compte de deux choses. La première, d'abord, c'est qu'il développe le discours des anciens rapatriés d'Algérie française, qui s'appelle Jardin, j'ai un doute, bref. Les infrastructures laissées par la France, c'est le sketch du siècle. J'ai déjà entendu hier dans un débat sur RT avec notre ami Mohamed Kaki. Il a eu en face de lui un frontiste, encore une fois. Moi, j'aime les termes parce qu'il y a quand même quelque chose qui a du sens. Le dernier déséquilibré mental, on va l'appeler comme ça, du Front National, je garde cette dénomination qui leur va très bien, une dénomination militaire, a dit: j'espère que l'Algérie ne sera pas battue, c'est pas le terme qu'il a utilisé, mais écrasée. Donc la terminologie est guerrière comme toujours. Et malheureusement pour ces pauvres imbéciles, c'est que d'abord l'équipe a du cœur, qu'elle a des qualités, mais au-delà de ça, on n'est pas en train de se battre contre les ennemis, ce sont nos frères, les Sénégalais. Ouais. Et c'est un bon match qui se présente à nous. Exact. Et j'ai envie de dire que l'esprit décolonial s'est installé là-dedans parce que les deux entraîneurs, pour une fois, sont d'origine africaine. L'un est algérien, l'autre est sénégalais. Et issus de la même ville, tu sais qu'ils ont grandi, ensemble. Absolument, Champigny-sur-Marne. C'est génial. Moi je pense qu'il fait quand même une erreur parce que moi, de mon point de vue, que l'Algérie gagne ou perde la finale, ils seront dans les rues dimanche soir pour fêter la victoire du Sénégal ou de l'Algérie. Demain soir, pas dimanche. Demain soir. Oui, parce qu'il a écrit la lettre, c'était pas encore dimanche dernier. Mais du coup, c'était vendredi. Moi, je pense qu'ils seront dans la rue, quoi qu'il arrive, et quel que sera le résultat de ce match. Pour les avoir vus, ils supportent toutes les équipes du monde. Absolument. On peut aller voir n'importe quel match à travers le monde. Il y aura toujours un drapeau et des Algériens dans un stade. Ah, ça, c'est sûr. Même l'équipe de France, je le rappelle. Surtout l'équipe de France. C'est là où il se trompe en plus, c'est qu'il dit que ces gens, comme il les nomme, qui disent qu'ils aiment l'Algérie, je pense qu'ils aiment la France tout autant. D'ailleurs, ils sont français pour la plupart d'entre eux. Moi, je suis certaine qu'il y en a certains qui connaissent même pas l'Algérie, mais qui soutiennent de cœur ce pays et cette équipe. Donc franchement c'est un ramassis d'âneries, sa lettre. Je pense qu'il n'est pas du tout au fait de la réalité de ce que représente en tout cas aujourd'hui la communauté franco-algérienne, ou peu importe comment on l'appelle. Pour rigoler, à ce moment-là, il nous rend notre Coupe du Monde puisque c'est un Algérien qui l'a prise.
Il est d'origine algérienne, me semble-t-il. Hein. Ouais. Qui ça? Ouais, mais c'est pas pareil. Zidane, ah oui, Zidane. Mais c'est le bon Algérien. Il est gentil, il ferme sa bouche. De son point de vue, bien sûr, c'est pas vrai. Zidane disait quand on gagne, on est français, quand on perd, on devient tout de suite étranger. Comme le Camerounais, à l'époque, Yannick Noah, 83, il gagne, c'est extraordinaire, c'est un super français. Et à chaque fois qu'il perd après, il redevient Camerounais noir, un petit peu nonchalant. Tiens, vous savez pas ce que nous a fait la CAF pour le match de demain? Laquelle CAF? Le truc africaine là. J'entends bien. Ouais. Elle nous a changé l'arbitre. Oui, j'ai vu ça. Ouais. C'était un arbitre sud-africain et on nous a mis un arbitre camerounais. Je sais pas s'il faut y voir. Ce qu'il faut y voir d'ailleurs. Je ne sais pas. Ça m'étonne pas, hein, parce que l'Afrique du Sud est très proche de l'Algérie politiquement parce qu'ils ont ils ont une histoire. Donc ils disent que peut-être qu'il y aurait un favoritisme. Ah oui. Ouais. C'est pas anodin. Bon, en tout cas, on espère que cette finale se jouera dans de meilleurs auspices et que le meilleur gagne, que ce soit algérien et sénégalais, qu'ils nous offrent un beau spectacle comme les Algériens nous l'ont offert depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, grosse mobilisation côté sécurité demain, 2500 policiers mobilisés sur l'avenue des Champs-Élysées, plusieurs stations de métro fermées demain soir. Ça risque quand même d'être un sacré bazar. On redoute quand même des violences à l'issue du match, quel que soit le résultat. Mais moi, pour revenir en tout cas à ce sujet, parce que j'ai souhaité le mettre à la une, mais en fait j'ai l'impression que je suis un peu tout seul à comment dirais-je, à me scandalisé de ce qu'on peut lire, entendre, voir tranquillement, normalement, au calme. On peut tranquillement nous insulter parce que t'es musulman, parce que t'es algérien, parce que t'es marocain, t'es tunisien. On a l'impression finalement que, y compris nous-mêmes, on s'est habitué à cette merde. Pardon de dire. C'est la normalisation de ce genre de propos en fait, mais en même temps, il faut peut-être poser la question de pourquoi notre passivité. On a aussi une part de responsabilité là-dedans. Comment ce type de propos peuvent passer normalement sans qu'il y ait des mobilisations. Vous voulez que je vous en raconte une belle? Vous allez rigoler. Allez, vas-y, raconte-nous une belle. Alors moi, j'étais invité sur une chaîne de télévision que vous connaissez très bien, je pense, puisqu'elle commence à déranger le pouvoir. En 2 lettres. En 2 lettres, ouais. Et apparemment, c'est une chaîne qui aime bien les babouchkas. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été invité très tôt le matin, au lendemain du match. Ouais. D'accord. Donc, je devais débattre contre je ne vais pas donner son nom parce qu'il est totalement inintéressant pour le coup. Je devais débattre contre un député des Républicains. Ouais. Et ben, vous savez quoi? Il a tapé mon nom sur Internet. Il a eu 2-3 gouttes de sueur et il a refusé le débat. Il n'est pas venu. C'est-à-dire que quand on vient dans le contradictoire face à eux et qu'ils sentent qu'il y a de l'argumentaire, parce que je tape très fort en général, j'aime bien humilier les humiliants. Et à partir de là, ils refusent le débat. C'est le 4e débat qui m'est refusé. J'ai eu droit à un refus de l'extrême droite, de la droite classique. Enfin, au fur et à mesure, on commence à se rendre compte que lorsqu'il y a, et c'est ce qui manque dans les médias aujourd'hui, Zemmour, il a toujours des clowns en face de lui. Il n'a pas des gens sérieux. Il n'a pas des gens qui ont les arguments on est d'accord. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui sont excellents. Je parle rien que sur notre équipe ici. Il y a quand même des gens qui sont très très bons, qui sont en mesure d'eux, mais on les recevra pas dans ces grands médias parce qu'ils veulent qu'il y ait un discours qui a une seule direction. C'est une tribune. Une tribune, absolument, qui ne soit pas opposée. On lui donne une tribune. Absolument. Abou est avec nous au 01 40 33 9000 pour nous appeler. Vous êtes scandalisé, vous êtes interpellé ou au contraire vous vous en foutez, ça vous fait rien de toute façon. Allô, bonjour Abou. Oui, bonjour. Ah non, loin de là, le fait de s'en fiche, on ne peut pas suivre ce genre de choses. J'ai l'impression, moi, quand je vois l'inaction finalement de notre communauté, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Hein. Je suis d'accord avec votre intervenant, Yamal, que je salue au passage. Je suis entièrement d'accord avec lui. Effectivement, on devrait créer notre propre institution pour combattre ce genre de dérive, puisque encore une fois, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, je parle au niveau de l'État qui entretient ça aussi d'une certaine manière, et certains nostalgiques de l'Algérie française, la guerre d'Algérie n'est toujours pas finie, tout simplement. Et ça, c'est une réalité. Je vais vous donner quelques petits exemples. Assez parlant, le drapeau algérien, lorsqu'il est sorti au cours de ces festivités, parce que c'est des festivités, c'est une fête quand même, c'est du foot, c'est une fête, et quand on gagne, on est heureux, on s'exprime. Les Portugais le font très bien, ils sortent leur drapeau, il n'y a aucun problème. Les Espagnols le font, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas cette comment on appelle ça, cette maladie, cette obsession du drapeau algérien. Tandis que quand les Algériens sortent le drapeau, ils sont arrêtés par la police. On leur arrache le drapeau, on les arrête. Et c'est systématiquement comme ça. Ce pays, il faut que je parle des institutions de ce pays et aussi une certaine mentalité néocoloniale, ont vraiment un problème avec l'Algérie. Et ce que je regrette, et ce qui s'est passé dans le passé d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand Boumedienne, on en pense qu'on veut, on l'aime pas, c'est pas ça le sujet, quand Boumedienne était au pouvoir en Algérie, lorsqu'un Algérien
se faisait tuer en France, et Dieu sait qu'il y en a eu des assassinats 60, 70 jusqu'à la fin des années 80. Bah, lorsqu'un Algérien se faisait tuer en France, vous médienne taper du poing et faisait comprendre à la France qu'il fallait se calmer. Les Chinois, Alors, il y a pas très longtemps, pardon de vous couper là, c'est très intéressant ce que vous oui. dites. Et c'est vrai qu'on a une absence totale de réaction de la part des dirigeants. Si on prend par exemple le Maghreb, on sait que le roi Mohamed VI vient régulièrement en France, rencontre des officiels. Il aurait pu en tout cas à plusieurs reprises s'offusquer du traitement qui est fait pour sa communauté marocaine. Bon, Essebsi, il est peut-être un peu trop âgé, donc il n'entend plus grand-chose peut-être. C'est peut-être pour ça. Bon, en Algérie, il n'y a plus personne au pouvoir en ce moment, mais à l'époque de Bouteflika ou de Saïd, parce que c'est visiblement Saïd qui représentait l'Algérie de manière officieuse, personne s'offusque dès qu'il se passe quelque chose. Gamal, ça c'est une réalité. Hein. Il faut être très clair. Il y a les changements positifs qui sont en train de se produire, et Dieu merci. J'étais au consulat il y a 2 jours, c'était méconnaissable. Ça va, t'en es sorti vivant? Ah non, mais c'était incroyable. J'en suis à Paris. Hein. Je vais pas le Créteil parce que j'entendais pas le Créteil, c'est une autre blagounette. Non, à Paris, on était reçus comme des rois. Ils ont reçu des consignes de bien nous recevoir. C'est la première fois qu'on est reçus sans se faire engueuler, sans être méprisé, sans être considéré comme de quantité négligeable. Alors, si on est considéré mal dans le consulat et qu'on fait l'effort d'aller pour s'accrocher à notre nationalité, faut imaginer à quel point ils en ont rien à faire de nous. C'est évident qu'on était quantité négligeable. Aujourd'hui, on existe en Algérie que depuis que l'équipe nationale a sur 22 joueurs, 19 Algériens binationaux. Ça, c'est pas rien quand même. Et c'est pas rien et ça compte. Et surtout l'entraîneur Ben Mehdi qui a remplacé cet incapable, et je le dis clairement, bon joueur de foot, Madjer, mais très mauvais entraîneur, qui a viré quand même le meilleur joueur de l'équipe. Ben Mehdi a corrigé le tir. Et bien aujourd'hui, on se rend compte que les binationaux, ils apportent quelque chose au pays, et les Algériens de là-bas l'ont très bien entendu et compris. Et c'est sur cette jeunesse qui est là-bas, qui est en train de s'éveiller et d'éveiller la conscience de toute la nation, que nous pouvons espérer avoir un soutien, parce qu'on a été abandonné pendant quasiment 40 ans. C'est ça la réalité de l'Algérie. Condamnation pénale pour Patrick Jardin, c'est ce que l'on vous pose comme question. Vous répondez oui ou non sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous nous appelez aussi pour nous dire comment on s'y prend là. Est-ce qu'on se mobilise? Est-ce qu'on attend des actes supplémentaires? Est-ce qu'on attend encore de se faire insulter? Pourquoi pas se faire tirer dessus avant de réagir? Qu'est-ce qu'il faut? Allez, on est de retour très vite, à tout de suite. 01 40 33 9000. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Avec aujourd'hui autour de cette table Céline Bory, qui est journaliste indépendante, Sabrina Sebaï, future maire de Ivry-sur-Seine, et Gamal Abina, pas maire lui, mais en tout cas militaire. Ah oui? Père, pas maire. Père. Qui mérite d'être connu et reconnu et. Oh, c'est gentil. Wow. Allez, donc, je sais pas ce qu'elle va te demander à la fin de l'émission, toi. Des affiches gratuites. Ouais. Ça doit être ça, un truc comme ça. 01 40 33 9000 avec cette question du jour. Aujourd'hui, Patrick Jardin, père d'une victime du Bataclan, a appelé la police à tirer sur la racaille algérienne après la qualification de l'Algérie pour la finale de la CAN. Doit-il faire preuve, l'objet plutôt, de poursuite pénale? C'est la question que l'on vous pose. Et tout à l'heure, quand je disais justement, mais qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Je veux dire, de se faire tirer dessus, bah ça y est, Rachid Hadji, l'imam de la mosquée de Brest, s'est fait tirer dessus avec un de ses amis. Pas grand chose au niveau réaction de la communauté. Je veux dire, on est dans l'inaction la plus totale. On préfère évidemment s'intéresser à des petits trucs qui finalement sont pas très intéressants, soit pour la collectivité, pour nous tous. Et ce qui me désole, franchement, c'est qu'on peine effectivement à s'organiser. Alors quand même, on va signaler Charles Gamal, qui a quand même une association qui essaie de se créer, le CDM, mais qu'il faudra encore un petit peu de temps avant qu'elle puisse se constituer partie civile, puisqu'il faut l'existence, je crois, de 3 ans. Hein, c'est ça. C'est 5 ans, mais 5 ans. Donc tout ça est en train de se mettre en place, mais il y a des gens heureusement qui bougent. Mais comment ça se fait qu'en 2019, après tout ce que cette communauté a subi, d'insultes, d'agressions en tout genre, d'agressions islamophobes, qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Qu'est-ce qu'on attend? Bachir. Oui, bonjour Christophe. Peut-être que tu as une réponse à ma question, je sais pas. Bah, j'ai une réponse, je sais pas, mais je vais essayer d'avancer un petit peu. Bonjour à tout le monde, bien sûr. Bonjour. Déjà, en fait, ce qui se passe, c'est inadmissible, hein, cet appel au meurtre, hein, qu'on entend là, parce que c'est clairement un appel à attaquer une communauté ciblée. C'est pas les terroristes, non, c'est les Algériens. Donc ça, c'est inadmissible. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on t'écoute. On ne perd rien de tes propos, mon cher Bachir. Ah bah super. Et donc déjà ça c'est à condamner, mais au premier degré. Normalement faut le mettre en garde à vue, ce type-là. Mais bon, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'on s'est fait aussi avoir pendant des années à nous dire, malheureusement, on s'est fait avoir à nous dire qu'on était français.
Alors, le Maghrébin vivant en France, il s'est cru français, protégé par les lois françaises, au lieu de se tourner vers un lobbyisme. Comme tout étranger vient dans un pays, communautairement, il se fait un petit lobby d'amis à lui. C'est pour toutes les communautés, c'est comme ça. Hein. Mais nous, on s'est fait avoir par le piège. Non, vous êtes français, vous inquiétez pas, tenez la carte d'identité, elle est bleue, vous faites plus la queue à droite, vous faites la queue à gauche. Donc, c'est ça qui nous a plombé et on est parti dans des... Ouais. Voilà quoi. Hein. Je rectifie une petite erreur que vous avez fait collectivement, mais c'est pas de votre faute. Maître Maghrébi me signale que non, pour ce qui est le fait de se constituer partie civile lorsqu'il s'agit de discrimination de racisme, c'est 3 ans. Ah. Voilà. 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 Donc merci Maître Maghrébi d'être à l'affût et de nous corriger pour donner de la bonne information. Une grande avocate, on peut le dire. Oui, Ce sera pas une juriste qui va prendre le relais. Quoi. Tu parlais d'une grande avocate, pour moi c'est la meilleure. Oui, là, j'entends bien. C'est pour ça que j'ai une grande avocate. Bah oui, évidemment. Mon cher Bachir, mais c'est vrai que c'est désolant, consternant en fait de se rabâcher à chaque fois, de toujours répéter la même chose et de constater toujours la même chose. Notre inaction, elle est là, elle est cruelle. Parce que nous on attend une réaction des Français, parce qu'on se fait considérer français, donc on se sent plus français. Mais ce qui est faux. Dès que je dis français, bien sûr, je vous entends, hein, y a pas de. Mais normalement, on aurait dû dès le début se faire un collectif. Ça fait, je sais pas, on est à combien, 4e génération qui est en France. Depuis 83, où la belle arnaque des SOS Racisme et du Parti Socialiste en l'occurrence. Normalement, il y a quelques militants de l'époque qui auraient dû quand même penser à y songer. 20 ans ou 30 ans plus tard, on en est toujours au même point. Voilà. C'est trop tard. Voilà. Enfin, c'est pas trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire, mais il est peut-être trop tard. Mais bon, le mal, il est allé tellement loin que c'est dans l'inconscient. La dernière fois, je parlais avec un gars. Ça dure 2 secondes. Hein. Il me dit, c'est dommage. On parlait des Wallons et des Flamands en Belgique. Je dis c'est dommage qu'ils s'entendent pas les deux. Et il me dit mais c'est la faute des religions. Je dis bon, pourquoi? Il me dit les Wallons ils sont musulmans et les Flamands ils sont chrétiens. Et le gars, il était sérieux, hein. Il était vraiment sérieux. Écoute, merci beaucoup ma chère en tout cas pour ton appel. De rien. Et ta prise de parole aussi, ça passe aussi par la 01 40 33 9000 pour nous appeler, prendre la parole dans cette émission qui est la vôtre. Ça s'appelle le Grand Forum. Je rappelle, on a mis sur la page Facebook France Maghreb 2 le moyen de pouvoir saisir, de pouvoir signaler des propos haineux de la sorte, racistes, xénophobes. Ordurier, n'ayons pas peur de le dire, de ce monsieur Patrick Jardin, père d'une victime, qui plus en plus il est père d'une victime, donc il comprend ce que la haine à quoi elle conduit, à la mort, il a perdu sa fille. Et comme tu le rappelais si bien, Gamal, ce soir-là, on a les terroristes, les salopards de terroristes n'ont pas regardé s'ils étaient algériens, marocains, français ou quoi, ils ont tiré dans le tas. Et ils ont fait une boucherie ce soir-là au Bataclan. Très lâche en plus. Comme ce qui s'est passé à Nice, c'est-à-dire un quart des victimes sont musulmanes, de confession musulmane. Ces terroristes ne regardent absolument pas la confession, la carte d'identité de la personne. Ils tirent dans le tas, ils font leur saloperie normale. Et c'est peut-être là qu'on devrait quand même tous se rejoindre. Puis au bout d'un moment, ça suffit. Au Bataclan, quand vous regardez la liste des morts, il y a des David, il y a des Fatima, il y a des Ousmane. Voilà, il y a des victimes, tout simplement, c'est des victimes. C'est des victimes, tout simplement, mais la différence. C'est triste d'en arriver même à se dire, tiens, on est en train de dire, il y a des Ousmane, des David, des machins. On devrait pas dire ça. Je comprends pas, en fait, qu'on puisse encore dire ça. Enfin, pardon de ma naïveté, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est je m'en excuse par avance. On est face à un monsieur qui vit avec la haine, en fait. Ce monsieur est rongé par la haine et il vit avec la haine Abdel est avec nous au standard 01 40 33 9000. Abdel, bonsoir. C'est Walid, bonsoir. Ah pardon, Walid, bonsoir. Il n'y a pas de souci. Comment ça va, Walid? Bienvenue à toi. Alhamdoulilah, et vous? Très bien, on t'écoute, Walid. Moi, première chose, déjà, un gros big up pour l'équipe algérienne. Franchement, un grand bravo. Ils nous ont bien représentés. On est vraiment fiers d'eux. Moi, ce dimanche, j'étais avec ma famille sur les Champs-Élysées. Ça s'est super bien passé. J'étais avec mes enfants. J'ai une fille de 4 ans, un enfant de 2 ans et demi et un petit de 5 mois. Il n'y a pas eu de problème. Il s'est rien passé. C'était nickel. Et ensuite, par rapport aux propos du monsieur là, qui a posté un truc sur le média là, voilà, sur Post Laïque là. Moi je pense qu'il y a 2 explications par rapport à ça. La première explication, c'est que ils veulent nous intégrer de force, ils veulent qu'on oublie nos racines, notre histoire, mais c'est pas faisable en fait, parce que déjà l'État lui-même ne veut pas reconnaître les torts
et les excès qu'il y a eu pendant la guerre d'Algérie. Je pense déjà que s'ils reconnaissaient que c'était une guerre, qu'il y a eu de la torture, qu'il s'est passé des choses, et qu'ils s'excusent, déjà pour nous les Algériens, on se sentirait beaucoup mieux, et on serait peut-être plus aptes à pardonner, à se sentir peut-être un tout petit peu français pour nous Algériens qui sommes nés en France. Alors je pose la question aux deux Algériens ici en plateau, est-ce que vous pensez que Walid a vu juste? Est-ce que finalement les cicatrices de la guerre d'Algérie sont encore belles et bien présentes? Oui, moi je pense qu'il y a un vrai travail de mémoire à réaliser sur ce sujet-là. Nous, on avait tenté de le faire. En tout cas, on était partis avec un groupe de jeunes justement en Algérie pour les commémorations du 8 mai 45 à Sétif. Ouais. Je trouve que c'est très important en fait de travailler cette histoire et non pas ni de faire porter la croix à qui que ce soit, mais en tout cas de soulever le voile sur ce qui s'est passé et d'avoir une vraie reconnaissance des actes qui ont été commis pendant cette guerre. Parce que malgré tout, même quand on parle de cette jeunesse qui n'a pas vécu finalement cette guerre, qui la connaît pas et qui n'en connaît que ce qu'elle en a entendu, et très souvent en plus on n'entend que des bribes parce que c'est quelque chose de très tabou finalement. Même nos grands-parents, nos parents, ils en ont très peu parlé de ce qui s'est passé pendant cette guerre. Par pudeur, par tabou aussi, parce que voilà, il y a tout ce passé en fait qu'on porte finalement sans vraiment le porter. En fait, on le vit mais sans l'avoir vécu. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'il y a vraiment un vrai travail de mémoire à faire sur ce sujet-là. Et juste pour la petite histoire, nous on a déposé une plaque commémorative à Ivry sur le 8 mai 45. Elle a été dégradée à plusieurs reprises. On a eu des autocollants, l'Algérie tu l'aimes, tu y retournes. Elle a été taguée, enfin voilà, il y a quand même quelque chose, cette histoire passionnelle entre la France et l'Algérie, il y a quand même quelque chose à traduire en fait et en tout cas à expliquer pour passer en fait au-delà de ça. Bon, le candidat Macron avait fait lors de sa visite en Algérie, Gamal avait fait un premier pas en reconnaissant finalement les crimes commis contre l'humanité. C'est plus qu'un premier pas, c'est beaucoup plus fort ce qu'il a fait. Il a un peu reculé en venant ici, mais bon. Oui, mais il s'est fait attaquer par tout le monde. Oui. De gauche et de droite, c'était violent. Le problème de la guerre d'Algérie, encore une fois, il faut jamais perdre de vue parce que les gens ont du mal à comprendre les douleurs muettes. Je parle de douleurs muettes, pourquoi? Parce que les parents qui sont revenus de cette guerre et qui sont arrivés en France par la force des choses et par un accord entre les Algériens et les Français pour reconstruire le pays, il faut pas le perdre de vue, ces parents n'ont pas verbalisé la réalité de ce qui s'est passé. Ouais. Massacre de masse, viol, meurtre, torture. Il fallait vraiment, mon père était très éduqué là-dessus, mais il fallait vraiment avoir beaucoup de recul et de sens de l'analyse pour le faire. Alors la plupart des parents qui arrivaient ici, pour 90% d'entre eux, ne savaient pas les réécrire. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, je fais toujours un parallèle avec les nazis parce que j'aime bien cette période qui permet de comparer ce qui n'est pas comparable, mais sur le principe de la logique, c'est intéressant. Quand les nazis sont défaits en 45, évidemment, pour se venger, parce que c'est pas une guerre seulement d'extermination, c'est aussi une guerre de vengeance qui se produit après, il y a 2 millions de femmes allemandes qui sont violées. 2 millions, pas 3, 4, 2 millions qui sont violées tous les jours, des dizaines de fois par jour, quel que soit leur âge. Et ces femmes allemandes, pendant jusque pratiquement 50 ans, n'ont rien dit de ces viols. Et c'est la première qui a parlé, c'est en 98. Ça, c'était pour 45. Nous, la guerre d'Algérie s'arrête en 62. Il y a des milliers de femmes, si ce n'est pas des millions, mais au moins des milliers de femmes qui ont été violées parce que c'était un instrument de guerre que le colon a utilisé. À part quelques Français qui sont revenus et qui ont témoigné, quelques-uns que j'ai connus d'ailleurs qui étaient formidables, sinon on ne parle pas de ça parce qu'il y a une question de pudeur qui est encore plus exacerbée chez nous par rapport à la culture arabo-musulmane. Donc à partir de là, quand les parents ne parlent pas, ils parlent pas des violences, ils parlent pas de l'humiliation, ils parlent pas des spoliations, ils parlent pas des meurtres de masse, ils parlent pas du nombre de morts parce qu'ils sont pas capables de le quantifier, c'est tellement massif, il y a à peu près dans chaque famille 20 à 30% de morts, ça on n'en parle pas. Et les enfants, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été transmis. Et là où il y a le vide, la nature est hors du vide, c'est comblé par de la colère. Malheureusement, il y a de l'incompréhension. Et il est vrai que l'État français a une responsabilité. Je parle de l'État et pas du peuple. Je ne confonds pas les deux, évidemment. L'État français devrait reconnaître crime d'État, devrait dire pardon, simplement, ni plus ni moins, juste demander pardon. Et une bonne fois pour toutes, dépasser cette question de ce qu'on appelle la réparation. Macron, il pourrait le faire. Il avait commencé à le faire. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il est jeune, Macron. Macron n'est pas du tout c'est pas l'enfant de cette guerre. C'est pas un rapatrié d'Algérie. C'est pas un fils comme par exemple Hollande, c'est un fils de type qui était à l'OS. Oui. Les gens ne savent pas ça. Oui, absolument. Sarkozy, son père était en Algérie en tant que militaire. Les gens ne savent pas ça. C'est que c'est tout un tas de personnes. Chirac, il a été coulé avec l'Algérie parce qu'il était à l'ouest algérien où il y a eu moins de combats, donc il n'a pas vraiment connu la guerre. Mais tous ceux qui ont connu la guerre de façon frontale, tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille, 1 million de rapatriés, 30 000 Français tués, donc 30 000 familles impactées. Tout ça, ça a laissé des enfants. Vous avez au moins 5 à 10% de la population française. Mais il peut pas le faire aujourd'hui, Macron. Malheureusement, il peut pas le faire parce qu'il a reçu telle pression après avoir dit que c'était un génocide, enfin un crime contre l'humanité. Il peut pas le faire. Ensuite, par rapport à la question qui était posée par l'auditeur, je voulais revenir dessus parce que c'est important. Pourquoi on n'est pas organisé? Le problème, c'est que j'ai envie de dire, il faut un génocide pour ça. Pourquoi? Parce que les Juifs,
Il fallait attendre 77 pour entendre parler de l'Holocauste. On n'en parlait pas avant. 77, les gens ne se rendent pas compte. On parle que de ça aujourd'hui. À l'époque, on n'en parlait pas du tout. Donc, il a fallu quasiment 30 ans pour que les premiers juifs puissent commencer à faire des films, des documentaires, des témoignages. Le travail de Primo Levi, par exemple, sur les questions des camps de concentration, sur la question de l'Holocauste, ça a été fait très tard. Et surtout parce que les juifs, ils se sont fait tellement massacrer. Les gens ont oublié qu'avant 45, ils étaient rien. Il n'y avait aucun lobby, aucun moyen de pression, aucune structure. La LICA naît après 45. Toutes ces structures de lutte contre le racisme naissent après le génocide. Donc à partir de là, une fois qu'ils ont tellement pris cher, ils se sont dit, va falloir peut-être s'organiser. Donc nous, en tant que nouveaux immigrants, on est très récents sur le territoire français, un siècle. On n'a pas cette ancienneté que les juifs ont depuis 4, 5 siècles, 6 siècles, jusqu'à 1000 ans pour certains d'entre eux. Et donc on ne peut pas avoir le même type d'organisation, la même sensibilité, et surtout on n'a pas de génocide. C'est ça qui fait la différence. Oui, si on peut l'éviter, ça serait quand même mieux. Bien sûr. Juste en ce moment, je ne sais pas si vous avez un peu suivi le débat qui agite les États-Unis justement sur la question de la réparation par rapport à l'esclavage. Et en fait, on a un peu dans la même chose. Eux, ils n'ont pas peur du mot, ils utilisent le terme de réparation. Et Trump est contre. Donc c'est logique. Ce qui est logique. 400 ans après. Exactement, 400 ans après. Et on y est encore. Absolument. Après, je voulais rajouter une petite chose aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos parents, ils sont encore traumatisés. Parce que moi, ce que je me rappelle, c'est que quand j'étais petit, et même jusqu'à aujourd'hui, et comme la plupart des parents maghrébins, quand on sortait le soir, ils avaient peur. Moi, ma mère, elle me disait, sors pas, la police, ils sont méchants, ils vont vous faire du mal. Nous, on a souffert, ils nous ont mis la misère, ils vont vous faire la même chose. Et jusqu'à aujourd'hui, elle le ressent encore. Ouais, c'est vrai. Et la deuxième explication, si vous me permettez, la deuxième explication pour moi, c'est la peur en fait. Parce que quand on entend cet homme parler là, qui dit que oui, ils ont fait des infrastructures en Algérie avec cette mentalité de colonialiste, je pense qu'ils ont peur en fait, c'est qu'aujourd'hui les Algériens, c'est plus les Algériens d'il y a 60 ans, les Algériens qui se taisaient, qui baissaient la tête et qui ne disaient rien. Et pour ce genre de personnes qui veulent reconquérir l'Algérie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur mentalité, ils veulent reprendre l'Algérie. Et ils disent que voilà, il y a une diaspora qui est algérienne qui est en France et qui va leur donner du fil à retordre. Parce que si on écoute les chiffres qu'ils ont donnés, en une soirée, il y a eu plus de policiers blessés que durant les manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu plus de voitures brûlées que durant les manifestations des Gilets jaunes et plus de casses que durant les manifestations des Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les Algériens, ils sont là. Et pas que les Algériens, les Africains qui ont été colonisés sont là. Ils fermeront pas leur gueule, ils baisseront pas la tête. On lèvera toujours notre tête. Et voilà. Merci Walid. Bon, Merci. On essaie d'avancer, en tout cas petit à petit, tranquillement dans ce sujet, mais c'est vrai qu'il est peut-être bon de s'y arrêter de temps en temps pour faire une bonne piqûre de rappel, mais une piqûre, vous savez, piqûre qui fait du bien. Vous savez, pas la piqûre qui vous prend, qui vous fait mal pour rien. Non, une bonne piqûre de rappel. Et il faut signaler en masse. Vous êtes quelques milliers, voire des millions à nous écouter sur France Maghreb 2. Merci d'ailleurs au passage. Et c'est le moment aussi de se mobiliser. Vous êtes dans votre voiture, peut-être en vacances pour certains, vous sortez du boulot, vous êtes fatigué, ça vous prend 2 minutes. Allez-y sur la page Facebook France Maghreb 2. Et on vous a mis le lien en question. C'est le lien mis en place par le ministère de l'Intérieur qui vous permet de signaler des contenus et des propos haineux. Et je pense que là, en matière de haine, on peut pas mieux faire. De cette lettre donc signée par Patrick Jardin, qui est un père d'une victime du Bataclan, qui a écrit ça dans Riposte laïque. J'aimerais ajouter une chose à ce qui vient Je t'en prie. Sur la question alors j'ai entendu ça aussi encore chez RT, sur la question de soi-disant ce qu'a laissé la France. Ils aiment bien raconter des mythes. D'abord, les gens qui disent ça n'y ont jamais mis les pieds en Algérie. Ensuite, quand la France part d'Algérie, il y a 3 universités pour les colons uniquement. L'Algérie a aujourd'hui 91 universités, des milliers d'établissements scolaires. Quand la France part d'Algérie, il y a 3 barrages. Aujourd'hui, en Algérie, il y a 120 barrages construits par les Algériens, par eux-mêmes, pas par des esclaves que les Français réduisent à l'esclavage et qui ramassaient des oranges. Ils se vendaient beaucoup des orangeries algériennes, mais ils oubliaient toujours que c'est les esclaves algériens qui travaillaient, pas les colons. L'Algérie a construit tellement d'établissements aujourd'hui que c'est quasiment un des pays les plus développés d'Afrique. On a des trains, des métros, on a un des réseaux les plus denses autoroutiers qui n'existait pas du tout. Il n'y a jamais eu une seule autoroute en Algérie sur la colonisation. C'est-à-dire que la seule chose. Après, on peut aussi parler des structures autoroutières qui sont pas non plus au top. Hein. Non, ça c'est une question de pays, c'est tout, parce que les conditions climatiques sont dures, mais il y a une route qui tombe, on en fait tout un flanc. En Italie, l'autoroute Est-Ouest, elle a quand même pas mal de défauts. Il y a quelques malfaçons, mais c'est 1200 km dans un pays très aride. Oui. Donc ça se comprend. Je veux dire, en Italie, quand il y a un pont qui tombe, c'est beaucoup plus grave, parce qu'on est un pays qui est quand même pas très grave. Il n'est pas arrosé par le soleil éclaté. Hein. Oui, on l'a vu. Et il y a beaucoup de choses comme celle-là. On l'a vu aussi au Japon, ça arrive. Ça, on parle pas des malfaçons, on parle de la réalité de la construction, c'est que c'est massif. Qu'aujourd'hui, les Algériens sont à 97%, ils savent lire et écrire. Quand les colons partent,
il y a que 16% de gens qui savent tout juste lire et écrire. Ça, ils sont pas universitaires. Et surtout, ne pas perdre de vue une chose, c'est que l'Algérie aujourd'hui est un pays indépendant, qu'on le veuille ou non, qu'elle a construit plus que la colonisation n'a jamais fait. La colonisation ne construisait que les seules infrastructures. C'était uniquement pour exploiter le pétrole en 60 et tout ce qui était ressources minières, le gaz, l'or, le diamant. Il y a beaucoup de choses comme celle-là qui ont été extraites d'Algérie. Le fer, par exemple, la Tour Eiffel a été construite avec du fer algérien. Tout ça, c'est des réalités. C'est-à-dire que les infrastructures coloniales n'étaient utilisées uniquement pour spolier le pays, en aucun cas pour le développer. Et je renvoie au travail qui a été fait d'ailleurs par une extraordinaire sociologue. C'est dommage, j'ai perdu son nom, c'est un peu dommage, à qui je rends hommage et qui est morte aujourd'hui, et qui a parlé de la clochardisation d'un peuple. C'est-à-dire qu'avant d'aller en Algérie, elle disait, elle était contre l'indépendance évidemment et contre ses fédéines, ce FLN, enfin elle les prenait pour des barbares. Elle a été en Algérie, elle a vu l'état de clochardisation de tout un peuple. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment choisis, ceux qui n'étaient pas clochards. Elle a dit comment on a pu réduire un peuple à une telle misère. Et après, elle a combattu la colonisation parce qu'elle a compris que c'était la spoliation non seulement d'un peuple et de ses richesses, mais de la dignité. Et le mot dignité aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque dans cette jeunesse qui est en déshérence en France. Et je tiens à rappeler à ce monsieur, puisqu'il a eu des propos extrêmement racistes, que la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi le seul pays au monde, je le précise bien, le seul pays au monde où il y a des problèmes entre les Algériens et l'autorité qui est la police, c'est la France. Dans tout le reste du monde, les Algériens ont une réussite éclatante, sauf ici. Même en Algérie, tout se passe très bien. Donc, il se pose la bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas une question sociale et politique avant toute chose ? Oui, Sarah est avec nous, elle nous appelle d'Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter. Bonjour Sarah. Oui, bonjour à vous Christophe, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous posiez la question si oui ou non il faut se lever face aux propos haineux qui ont été dits. Bien sûr qu'il faut dénoncer, bien sûr qu'il faut pas laisser passer. Je pense que si on laisse ça, c'est la porte ouverte à tout. On est déjà suffisamment stigmatisé, il y a suffisamment de haine envers notre communauté, malheureusement. Je pense qu'il faut pas laisser passer. C'est quand même, pour moi, c'est un appel au meurtre, tout simplement. Ah bah oui, tirer dans la racaille algérienne, c'est un appel au meurtre, c'est très clair. Si on transposait ça sur un juif, il y a bien longtemps où tout le monde se serait levé, révolté. Et à juste titre. Voilà, et nous les premiers, chère Sarah. Et voilà, moi je pense que la communauté, on est tous d'accord que la seule chose pour laquelle on est d'accord, c'est de ne pas être d'accord. Ça, c'est connu. Malheureusement, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah bah, ça arrive, parfois, faut pas se laisser faire, faut pas laisser passer et je pense que cette personne devrait être entendue par les juridictions et c'est pas normal des propos comme ça, quoi. Ouais. Merci Sarah, effectivement le procureur pourrait s'autosaisir carrément en lisant de tels trucs. Pour revenir sur ce que vient de dire Sarah, effectivement on voit le deux poids deux mesures puisque il y a quelques mois il y a Finkielkraut qui s'était fait alpaguer par un gilet jaune qui de mémoire l'avait traité de sioniste. Il y avait toute une polémique sioniste, là-dessus. Haineux, il a utilisé beaucoup de termes très orientés. Voilà, et il a été déféré. De mémoire, il a été déféré ce gilet jaune et c'est la justice qui s'en est saisie. Immédiatement. Il y a l'ICRA, il y avait une organisation derrière. Il y avait une organisation derrière, mais bon, il y a quand même un deux poids deux mesures parce qu'on est sur des propos, des appels au meurtre. Qui sont quand même. Mais moi, je veux relativiser quand même parce qu'on parle beaucoup des Juifs et c'est l'obsession malheureusement en France. Ils ont un vrai problème avec les questions. L'obsession de qui ? L'obsession de ceux qui en parlent. Je parle d'une autre. Je parle de la partie adverse. C'est une obsession, mais je veux quand même relativiser. Une fois, il y a un certain comique d'origine algérienne, un grand humoriste qui s'appelle Bernard Lévy qui a dit. Ah, vous avez pas compris? Si, c'est un grand humoriste. Il dit des blagues et tout le monde y croit. Et il les fait bien d'ailleurs. Et il a dit une fois, oui, j'aimerais que les musulmans viennent pour Madame Reynolds, la malheureuse qui a été massacrée, Mary Reynolds. Ils devraient être là pour prouver qu'ils ne sont pas. Bon, déjà, on n'a pas prouvé qu'on n'est pas. C'est parce qu'il y a un taré qui tue une femme qu'on va prouver. Mais au-delà de ça, moi, j'allais dire, ils étaient combien ce jour-là? Et c'est là où on voit le poids de la communauté juive en France. Il est représentatif de rien du tout. C'est juste la mauvaise conscience de certains Français du passé, je parle, qui veulent montrer pas de blanche pour montrer qu'ils sont pas méchants, parce qu'il y a Pétain derrière. Mais en vérité, ils étaient 30 000. Je suis désolé, mais quand on compare, et ça c'est un copain juif de l'UJFE qui m'a dit ça, quand on compare 30 000 manifestants pour cette malheureuse qui a été quand même méchamment torturée. Et dont le caractère antisémite a été non, il était écarté, mais au départ il était établi. C'était faux, mais c'est sur ça qu'on a mobilisé les gens. Mais ça aurait dû marcher. Quand même. Oui, c'est ça a bien marché d'ailleurs. Non, ça n'a pas marché justement, c'était un échec. 30 000 manifestants, c'est marginal. Ouais, mais en 2 jours, Gamal, c'était rapide. Mais pour le Bataclan, je suis désolé, mais c'était des millions.
Ouais. 4 millions. Donc moi je dis 30 000 pour... Alors, et logiquement, c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment relativiser. Il n'y a pas 30 000 juifs en France, ils sont quand même un peu plus nombreux. 700 000, 600 000, 700 000 concentrés majoritairement à Paris, dans les grandes villes. Comment se fait-il que les juifs eux-mêmes, je ne parle pas des nôtres, je parle des leurs, je ne parle même pas des Français, pourquoi ils ne sont pas mobilisés? Ils étaient où ceux-là? Et c'est là où il faut relativiser. C'est-à-dire que la minorité agissante qui fait son travail et le fait très bien en mobilisant des organisations, des associations, des politiques, est très minoritaire dans leur communauté. Ils ne sont même pas capables eux-mêmes de se solidariser entre eux. Et pour cause, il y a une peur qui existe toujours, elle est latente, ils le savent. Et surtout, il faut arrêter de surdimensionner leur rôle. Ils ne sont pas aussi important qu'on le dit, et je vous donne comme exemple très concret, monsieur Alain Soral, pour lequel je n'ai aucune sympathie, vous le savez déjà, a été condamné par ces organisations, l'ICRA, comme ça, l'Union des étudiants juifs de France, bref, il y avait toute la collection d'organisations était derrière. Eh bien, le parquet a fait lever cette application de la condamnation. Là, on doit se poser la question. Il aurait dû prendre 1 an de prison ferme après c'est un multirécidiviste, c'est pas un voleur de sac à main. Eh ben, il va pas en tôle. On se pose la bonne question. Bon, il est en forme notre gamin Labina, comme d'habitude bien sûr. Sur l'Algérie. Oui, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs et je vous poserai la question, est-ce que le foot finalement peut calmer la contestation en Algérie? Inch'Allah. Non, Inch'Allah, le contraire. D'accord. Juste auparavant, le zapping bien sûr, les infos zappées, un petit avis tranché signé Céline Bory pour nous parler de la famille Traoré où 2 frères sur 4 ont été libérés, pas plus tard que ce matin pour le dernier d'entre eux. Et à la veille, quelques jours de cette 3e marche pour Adama. Donc ça partira de la gare de Persan-Beaumont ce dimanche, ce samedi 20 juillet à partir de 14h30. C'est ça le rendez-vous à la gare de Persan-Beaumont pour aller donc continuer de mobiliser. Là aussi, c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de monde et puis ça s'est un petit peu estompé tout ça aussi. Et finalement, on s'habitue. Je veux dire, c'est comme la Palestine. Encore une fois, on y revient toujours à la même chose. Quand vous avez effectivement des Palestiniens qui se font tuer, emprisonnés, injustement, etc., personne ne bouge. Quand vous faites des manifestations, c'est à peine 50 personnes. Il suffit que TF1 diffuse des images de 4 gamins sur une plage qui se sont fait tuer, et là, c'est des milliers de personnes dans les rues. Enfin, voilà, on réagit à l'émotion. Comme d'habitude, on ne prend surtout pas. Alors là, c'est vraiment pas le coup de prendre acte de ces erreurs et d'en faire justement une correction tout de suite. Non, on continue à faire les mêmes conneries depuis des années et ça continue. Pendant ce temps-là, tout le monde va bien. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum en direct sur France Maghreb 2 tous les jours 16h-18h. On est là avec Céline Bory, un journaliste indépendante, avec Sabrina Sebahi et Gamal Labina, ici présent sur ce plateau jusqu'à 18h. Avec maintenant, enchaînons avec le zapping. C'est parti. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors, dans ce zapping et pour ce jeudi, dans la série Lapsus, la porte-parole du gouvernement, Cindy Diane, en a fait un plutôt pas mal à propos de l'affaire de Rugy. Je propose d'écouter. Il est toujours utile, dans des moments qui sont un peu troublés, de rappeler ce que sont les bonnes pratiques. C'est ce qu'ont souhaité faire le président de la République et le Premier ministre. Il ne saurait être question de présager de l'innocence, de la culpabilité de François de Rugy en la matière. Je sens que ce lapsus va faire florer sur les réseaux sociaux. Eh ben, ça n'a pas manqué, Madame la porte-parole. Voilà, lapsus. Puis elle a aussi dit d'ailleurs que les Français préfèrent le kebab au homard. Ouais, d'ailleurs c'est assez juste, non? C'est juste peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en manger. C'est qu'ils sont moyens, c'est tout. C'est le kebab. Non, mais c'est intéressant, c'est surtout voir la déséquilibrée qui a répondu sur ça. Elle était extrêmement raciste, ces habitants. Oui. Zéro habitant dans le cerveau. Elle a critiqué non seulement ses propos, bon c'est bien, mais elle a critiqué son style vestimentaire, ce qui est pas très sympa, et elle a critiqué sa coupe de cheveux. Alors si on doit répondre, j'ai déjà répondu sur Twitter, cette chère Zora Habitant qui veut faire plus royaliste que le roi, c'est pas parce qu'on se met du jaune sur les cheveux et qu'on les lisse qu'on est française. Ça c'est dit, et c'est Gamal Labina qui vous l'a dit. Et j'assume tout. Oui. C'est vrai que sur sa tenue, elle a été vachement critiquée, mais c'est vrai que sur le défilé du 14 juillet, on l'appelle, je crois, je sais plus comment, ils lui ont donné un surnom. En rapport avec qu'elle s'habille en pyjama tout le temps. Non, mais c'est les injonctions vestimentaires et capillaires oui. qu'elle subit. Autre chose dans le zapping.
Direction Marseille maintenant. Et là, Sabrina, ça va te parler, j'en suis sûr, ou dans le Vieux-Port. Visiblement, on ramasse tout type d'objets, à l'image notamment de trottinettes. Le youtubeur Chris de Tech est un personnage bien connu à Marseille. T'es sûr que ça filme là ? Spécialisé dans la pêche à l'aimant et au grappin, il se filme en train de ressortir du Vieux-Port tout type d'objets métalliques. Depuis 2 mois, il s'agit surtout de trottinettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... et 14. Le problème est avant tout environnemental. Les trottinettes électriques ont des batteries au lithium, un élément chimique polluant et dangereux. Certains plaisanciers ont filmé ces batteries en train d'exploser au contact de l'eau. Pour gérer le phénomène en amont, l'une des sociétés exploitantes a créé une brigade de médiateurs chargée d'aller au contact des jeunes et de les sensibiliser sur ces comportements. Et après, on se demande pourquoi la Méditerranée est devenue une poubelle. Pas que la Méditerranée, puisque la Seine aussi, en fait, on a repêché énormément de trottinettes électriques qui sont un désastre écologique, effectivement, puisque les piles au lithium, en fait, elles dégradent complètement l'eau et d'ailleurs la qualité environnementale. Mais la question du free floating, plus globalement, c'est un vrai sujet avec du free floating, en fait. Tu sais, les vélos qu'on prend et qu'on jette sur le trottoir, les trottinettes électriques, en fait, c'est pas les Vélib, c'est pas ce qu'on rattache sur les socles, mais qu'on peut déposer partout, n'importe où. Et ça, c'est un vrai souci, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'espace public, il est occupé de choses qui encombrent finalement les trottoirs. Déjà que les piétons n'ont pas beaucoup de place, c'est la voiture qui prend le plus de place sur l'espace public. Alors si en plus on occupe les trottoirs, ça devient encore plus compliqué. Ouais, Céline, c'est consternant quand même de voir que c'est consternant. On retrouve des trucs bizarres dans la Seine, dans le Vieux-Port. Le plastique, n'en parlons même pas. Après, c'est une question de sensibilisation. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à voir beaucoup dans les écoles des sensibilisations, des ramassages de déchets dès la maternelle. Moi, je sais qu'ils ont fait ça récemment dans ma ville, et que sensibiliser les gens justement à ne pas jeter tout et n'importe quoi n'importe où, y compris dans la Seine ou dans la Méditerranée, au Vieux-Port. Dès le plus jeune âge, changer les comportements. Ça serait déjà une bonne chose, un grand pas de fait. J'ai vu d'ailleurs qu'on a fait des plages interdites aux fumeurs. Oui, c'est bien ça. Tout à fait. C'est cool ça. Ça c'est bien. Des espaces pour moi, non c'est fumeurs. Cool. Ouais. Je peux plus. Sur les plages. J'ai chopé moi je trouve ça très bien. Moi quand je revois des séries anciennes avec des gens qui fument à la télé, ça me limite, c'est choquant parce qu'on se dit mais ça n'existe plus en fait. Ouais. Tant mieux. Ouais. Mais pour les fumeurs, c'est peut-être pas tant mieux. Par contre, il y a un truc, je sais pas si vous avez vu ce petit doc qui a été fait par, j'ai pas retenu le nom de ce monsieur. Il a envoyé un sous-marin en Méditerranée qui a plongé à 2800 mètres de profondeur. C'est jonché de plastique, c'est catastrophique. Aujourd'hui, c'est même plus une question d'action individuelle. Aujourd'hui, c'est une action d'État qu'il faut conduire. Et là, je parle à la Verte, qui est à ma gauche. J'espère qu'elle sera entendue et qu'elle fera entendre cette parole. Les Vertes sont à gauche, c'est bien connu. Oui, c'est pas toujours. Les écolos sont de gauche. Par contre, elle est arabe. C'est un peu louche le vert avec les arabes. Ouais. Je sais pas. Non, c'est tendance en ce moment. Tant mieux. One, two, three, viva l'Algérie. Donc on espère que ce sera le cas demain. Non, juste une chose. Je pense qu'il faut vraiment développer un concept que j'avais détesté quand c'était Kouchner qui l'avait utilisé pour d'autres mauvaises causes, à savoir le droit d'ingérence humanitaire. Ça, je suis contre. En revanche, je pense qu'il faudrait faire un droit d'ingérence écologique. À quoi je fais référence ? Il y a un type d'extrême droite qui aujourd'hui est à la tête du Brésil, qui se comporte comme un dictateur parce que c'est un dictateur de fait, et qui est en train de détruire l'Amazonie. Aujourd'hui, alors pratiquement, je crois, un stade de foot qui saute toutes les 2 secondes. Et ce monsieur s'autorise à toucher ce qui ne lui appartient pas. Il croit que ça lui appartient, mais ça ne lui appartient pas. Ça appartient à l'humanité, l'Amazonie. Il est en train de détruire une forêt pour faire les terres arables, et personne, il n'y a pas. C'est là où j'espère que les écologistes vont se coaliser pour intenter une action en justice au niveau de la Cour pénale internationale, de telle sorte que ce monsieur soit condamné pour ce crime écologique. Il faut absolument instaurer le droit d'ingérence écologique. C'est obligatoire. Il n'y a même pas à le négocier. C'est-à-dire que la forêt amazonienne est une forêt mondiale. Elle ne s'arrête pas au Brésil. Et je pense qu'il faudrait peut-être discuter avec des juristes pour intenter une procédure contre Bolsonaro, parce que c'est plus possible de voir que cette crapule s'imagine que ça lui appartient. C'est pas possible. Il est en train de détruire non seulement une forêt, un écosystème et des populations qui vivent dedans, les Indiens qui sont en train d'être massacrés parce qu'ils les tuent pour Sabrina, on est d'accord. Ah oui, absolument. Et puis même au-delà de la question de la forêt amazonienne, moi je pense qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient être inscrites complètement au patrimoine mondial. On va laisser une dette environnementale colossale aux générations futures qui malheureusement vont devoir payer ce que nous on a dû payer en termes de dette économique. Donc et là je pense qu'il y a matière vraiment. Je pense que le principe de précaution s'applique en plus sur ces sujets-là. Mais pour le coup, on assiste à une dégradation des conditions de vie, mais de tout le monde. C'est-à-dire que moi j'ai plutôt le sentiment que tant que c'était très loin et qu'on n'était pas impacté par la question du changement climatique ou des canicules, comme on va avoir la semaine prochaine d'ailleurs, en fait les gens n'étaient pas si sensibilisés que ça. Et aujourd'hui c'est là, c'est devant nous et on le vit en fait au quotidien. Et je pense que déjà la prise de conscience,
elle est réelle. Les gens, tous les jours, ils entendent parler ce matin, il y avait encore un article sur la pollution aux particules radioactives dans l'eau du robinet. Donc, il y a plusieurs 159 communes. Exactement, qui sont impactées, notamment en Ile-de-France, puisque l'usine des traitements des eaux est à Choisy-le-Roi. Tout à fait. Mais, c'est pas loin de chez toi, ça. Exactement. Et en fait, tous les jours, je ne bois plus d'eau du robinet. Non, il faut boire de l'eau du robinet, sauf que effectivement aujourd'hui la question du nucléaire revient aussi sur le devant de la scène et c'est important. Moi je pense que tous ces sujets-là, il faut les mettre sur la table et il faut dire à l'État qu'il a une responsabilité, mais pas que la France. Effectivement, c'est l'Europe et c'est international. Et on sait que les plus gros pollueurs aujourd'hui, c'est ceux qui ne respectent pas notamment les accords de la COP21. Il y a une autre petite chose aussi qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on parle aussi d'écologie, mais en même temps, il y a des mesures qui sont prises qui sont totalement folles. Quand on voit l'arrêt du train de fret Perpignan-Rungis qui va être remplacé par l'équivalent de 25 000 camions par an, notamment près de chez nous sur la A86, avec toutes les conséquences environnementales néfastes mais il faut porter plainte, les Verts. Mais nous, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire que, et même d'ailleurs, Nicolas Hulot a eu des mots très justes lorsqu'il a quitté le gouvernement en disant si ce n'est pas des écologistes qui gouvernent, il n'y a pas d'écologie. En fait, il n'y a pas d'écologie, de politique écologique sans écologistes. Tu le tends une perche. De Rugy est parti, tu le sais, l'ancien écolo. Il était chassé. Remplacé par la ministre des Transports. Exactement. Et justement, c'est d'elle dont je vais vous parler. Madame Elisabeth Borne, qui est d'ailleurs l'ancienne patronne de la RATP. Voilà. Ouais. Et une très bonne copine de Ségolène Royal. Là, une question lui a été posée justement par rapport à Ségolène Royal. Et elle a indiqué ce matin chez nos confrères de RTL qu'elle avait la même vision que Madame Royal. Elle a l'art d'occuper l'espace médiatique, Ségolène Royal. Elle vous donne des conseils encore aujourd'hui, ou alors quelles leçons vous pourriez tirer de la période où vous avez travaillé avec elle? Écoutez, je pense que Ségolène Royal, elle porte une vision de l'écologie qui se passe aussi sur le terrain. Et moi, c'est aussi ma vision, qu'il faut agir concrètement, qu'il faut accompagner tous les Français, et c'est bien le sens de l'intitulé du ministère, la transition écologique et solidaire. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Est-ce que tu es rassurée, chère Sabrina? Pas du tout. Et d'ailleurs, je souris parce que notre ami Abdeslamita vient de m'envoyer un petit message pour me dire Elisabeth, il ne faut pas qu'elle dépasse les bornes. Joli. Ça, c'est du 8H dans son texte. Non, absolument pas rassuré. Je pense que ce gouvernement, moi je l'ai déjà dit, c'est du greenwashing. En fait, les annonces qui sont faites sont intéressantes, mais derrière, il y a très peu d'actes. Quand on voit la question du plastique, quand on voit la question du glyphosate, les mines d'or en Guyane, la question des chasseurs, qui sont quand même, des permis de chasse défiant toute concurrence sur le prix, et l'élargissement en plus à des espèces qui sont protégées. Donc, moi je dis non, ce gouvernement ne fait absolument pas d'écologie. Et pourtant, il a réussi, Emmanuel Macron, à faire venir Nicolas Hulot. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais voire on a des retours en arrière quand même, parce que pour en revenir à la question du fret, faut savoir que le fret, on était à 14% en 2006, on est passé à 6 ou 7% aujourd'hui sur le transport ferroviaire, donc on a de plus en plus de camions sur les routes et de pollution avec malheureusement Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France qui n'arrange pas les choses, puisqu'elle met énormément de moyens dans les axes autoroutiers au détriment du transport en commun, qui est un non-sens environnemental, et ça on va en payer le prix. Et pourquoi il n'y a pas d'action par rapport à l'histoire du train, par exemple? T'as vu, elle bosse, il y a eu une petite les filles. Il y a eu une petite mobilisation, notamment une mobilisation des cheminots de la CGT qui sont partis la semaine dernière, je crois, devant le ministère des Transports, donc vendredi dernier, auquel Elisabeth Borne, qui n'était que ministre des Transports encore la semaine dernière, avait garanti le maintien, puisqu'en fait le dernier train Perpignan-Rungis devait partir vendredi dernier. Avec les 12 000 tonnes de fruits et légumes. Et en fait, elle avait garanti le maintien du train, donc qui est effectivement reparti lundi, mais à vide, puisque les fruits et légumes partaient en camion de Perpignan et allaient jusqu'à Rungis. Et donc hier matin, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, ils ont annoncé l'arrêt. Donc elle avait assuré, aux cheminots le maintien du train jusqu'à la fin de l'année au moins. Et en fait, il a été arrêté hier jusqu'au mois novembre, me semble-t-il. Donc le problème, en fait, sur ce train, c'est les wagons réfrigérants qui sont obsolètes, qui sont très vieux, et leur remplacement coûterait quelque chose comme 25 millions d'euros, si je me trompe pas. Et donc Fret SNCF ne veut pas prendre ce coût à leur charge. La région, il peut pas avoir il faut savoir qu'en 2015, la région, le département et d'autres administrations du département, donc du 94, ont payé, je ne sais plus, alors je pourrais vous dire la somme, mais là j'ai oublié, la rénovation de quais réfrigérés à Rungis dans le Mine. Donc c'était en 2015. Avec un coût exorbitant pour la région et le département, et qu'en 2017 ils ont arrêté le premier train, parce qu'il y avait 2 trains qui faisaient Perpignan-Rungis, et qu'aujourd'hui ils arrêtent le deuxième. Donc
non seulement c'est pas écologique, mais en plus on a dépensé de l'argent à foison il y a 4 ans. Oui. En fait, on n'a pas rénové, mais on repose la question, ça pourrait être la même chose sur la question du TGV et des trains et des Transiliens et c'est-à-dire du transport du RERD, du RER, CEV, etc. C'est qu'on a mis par exemple énormément de moyens dans le TGV sur des grands axes finalement qui servent à très peu de monde comparé au RER aujourd'hui qui transporte des millions de Transiliens. Et en fait, ce sont vraiment des choix politiques. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la question du transport, il y a la question d'ADP, puisqu'il y a une proposition pour la privatisation d'ADP. Et du coup, il faut absolument mobiliser les gens. Non, il faut signer surtout. Il faut signer la pétition. Mais apparemment, ça va pas se faire. Parce que justement, ils ont vu qu'il y avait une mobilisation qui avait été faite en 10 jours. Il y avait, en fait, en quelques jours, il y avait déjà 490 000 personnes qui avaient signé la pétition. Il faut 4 millions, donc on est encore loin du compte. C'est totalement antidémocratique de demeurant. Bien sûr, mais en tout cas, il faut que les gens se mobilisent. Il faut signer. Plus il y aura de signatures et plus on fera reculer l'État aussi sur ce sujet-là, parce qu'on a déjà augmenté le trafic aérien sur 4 nouvelles villes qui vont être impactées sur le département et qui subissent déjà les nuisances. Tout à fait. Et il y a déjà des travaux et des nuisances sur ma ville. Sur le 94, vous êtes en plein dedans. Je pense à Villeneuve-Saint-Georges, mais alors là, ceux qui habitent là-bas, mais les alors là, les villes qui vont être impactées, c'est Vitry-sur-Seine, Créteil, Choisy-le-Roi, Champigny. Donc ce sont en plus de très grandes villes avec un impact environnemental qui va être catastrophique. Alors, si je ne m'abuse, il y a des travaux sur une des pistes jusqu'au mois de décembre. Et du coup, la piste 3 est en rénovation et les avions, le couloir aérien, c'est sur la piste 4. Donc effectivement, Choisy, Vitry, tout ça passe aussi. Mais c'est vraiment incroyable, ils aiment pas la nature, hein. J'en reviens pas, moi. On est en train de crever d'asphyxie. Je veux dire, là, par exemple, moi je suis mis à le soleil, mais c'est quand même extraordinaire le nombre de jours d'ensoleillement qu'on est en train d'aligner là. C'est jamais arrivé depuis longtemps. 30 ans, 40 ans. Ça fait longtemps qu'il n'a pas plu, en tout cas. Mais là, c'est qu'il est vraiment intense. En plus, c'est pas la moitié d'un soleil. Avant, on avait quoi? On avait 2 semaines de soleil. Maintenant, on a quasiment 2 mois ininterrompus. Et ça leur fait pas. Il n'y a pas de signal d'alarme dans la tête. Il se passe rien, quoi. En fait, je pense que dans les éléments de langage du départ, tout le monde a parlé de réchauffement climatique. Et c'est vrai que les climato-sceptiques ont utilisé cet argument en disant alors, il est où le réchauffement climatique à chaque fois qu'il faisait froid. Et par le dérèglement maintenant. Voilà. La réalité, c'est que c'est un dérèglement climatique et qu'on va avoir de plus en plus de perturbations qui vont nous amener à avoir des alternances entre pics de froid et pics de chaleur qui seront plus fréquents, de plus en plus fréquents et qui arriveront vraiment très rapidement. Et là, on le voit, c'est-à-dire que quand on perd 10 degrés en une journée, ce qu'on a connu il y a fin juin, c'était incroyable. Voilà, et on va subir la même chose. La semaine prochaine, ils annoncent 40 degrés. Donc vraiment. À partir de lundi pour 3 jours. Hein. Exactement. Donc on est vraiment dans un dérèglement climatique qu'on va vivre et malheureusement qui ne va ne faire que s'accentuer. Et qu'est-ce qu'on fait quand évidemment le soir on a envie un peu de fraîcheur, on ouvre la fenêtre, sauf que s'il y a le couloir aérien qui passe au-dessus de chez toi, c'est les avions. Exactement. Voilà. Et puis plante pas l'arbre. Il y a un plan qui était proposé juste pour conclure sur la reforestation, puisqu'on parle de déforestation qui est un terme anglo-saxon. C'est un plan qui pourrait sauver la planète. Et le chiffre, il est délirant. Hein. C'est 1200 milliards d'arbres à planter. Il faut replanter, il faut déperméabiliser les sols, il faut faire des îlots de fraîcheur. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aujourd'hui rendre. Ouais, mais l'écolo, ça coûte cher, Sabrina. Mais non, ça coûte pas cher. Ce sont des choix politiques. Si on prend le coût au niveau de la sécurité sociale sur les maladies qu'on doit traiter derrière et le nombre de morts, je pense que c'est un coût beaucoup plus important. Bel argument. Et le coût final, je pense qu'il sera beaucoup plus important que l'investissement. Non, mais je te dis, elle va être meilleure d'Ivry, c'est sûr. Non, mais un truc, par contre, là, tu viens de dire un truc qui m'intéresse, c'est-à-dire que là, tu as une logique. Je sais que tu l'as fait exprès. C'est une logique capitaliste. Évidemment. Et c'est la pire logique qui soit au monde. Moi, j'ai envie de dire, quand un vieux a un cancer, faut le traiter. On discute même pas. Aujourd'hui, la planète a un cancer, il faut la traiter. Parce que la rentabilité, on s'en fout. La rentabilité, c'est la vie. Et la vie, c'est pas rentable. La vie se dégrade. On se dégrade en vieillissant. On devient malade, on s'affaiblit, mais il n'en demeure pas moins que la vie doit être respectée. La vie, c'est pas rentable. Bon, très bien. Alors, d'un point de vue capitaliste. Non, mais j'ai bien compris. On s'entend bien. On va passer maintenant à l'avis tranché de Céline Bory, qui va revenir sur la famille Traoré à quelques jours donc de ce 3e et triste anniversaire de la mort de Adama Traoré. Léo jingle. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors Céline, petit papier, petit avis tranché justement sur cette affaire dont on a beaucoup parlé ici même, l'affaire Adama Traoré et de la famille Traoré. Tout à fait. Alors on a une bonne nouvelle cette semaine, voire 2 bonnes nouvelles, puisque lundi, en début de semaine, il y a Youssouf Traoré qui est sorti de la maison d'arrêt. Et ce matin, c'est Samba qui est sorti également. Donc deux des 4 frères Traoré sont libérés, puisqu'il faut savoir qu'ils étaient 4 à être incarcérés. Donc c'est une grande bouffée d'air frais pour la famille
Traoré, qui depuis 3 ans a non seulement perdu Adama, comme tout le monde le sait, dans les conditions qu'on connaît, mais également qui subit un acharnement judiciaire sans précédent avec l'incarcération de ses 4 frères. Depuis le début de l'affaire, les Traoré se battent donc sur tous les fronts, puisqu'il s'agit d'obtenir justice et vérité pour Adama et les conditions de sa mort, mais également d'obtenir la libération des frères. On rappelle que Youssouf et Samba n'avaient jamais eu affaire à la justice avant la mort d'Adama. Donc on est vraiment face à une méthode des institutions qui consiste à détruire toute une famille pour étouffer cette affaire. Et aujourd'hui, grâce à la lutte acharnée du comité Adama et notamment d'Assa Traoré, qui depuis la mort de son frère vit au rythme des procès et des procédures, les différents mensonges inventés de toutes pièces par les institutions sont démontés un par un, notamment par les expertises qui ont été financées par la famille Traoré. On attend désormais la libération de Yacouba et également celle de Bagui, qui pourrait être plus compliqué parce qu'il faut savoir que Bagui est le dernier témoin à avoir vu Adama vivant avant sa mort. Il faut donc continuer le combat et c'est pour ça que j'appelle tout le monde au rendez-vous pour la 3e marche en mémoire d'Adama, marche qui aura lieu le 20 juillet prochain à 14h30 au départ de la gare de Person-Beaumont. Il faut surtout pas oublier le combat, il faut rester mobilisé pour Adama, pour que justice soit faite, pour la libération de tous les frères Traoré et aussi pour l'ensemble des victimes de violences policières. Merci Céline pour ce rappel effectivement très utile. Et 20 juillet, donc c'est samedi. D'ailleurs, peut-être qu'on a libéré 2 frères pour essayer de calmer un peu les choses à quelques jours de la marche, de la 3e marche, peut-être. Peut-être que Céline. Alors, très sincèrement, je ne pense pas. Il faut savoir qu'il y avait rien dans le dossier des 2 frères en question. Et comme je le répète, Samba et Youssouf n'avaient jamais eu affaire à la justice avant l'affaire de leur frère. Ça n'a pas empêché de les mettre en prison, quand même. Exactement, malheureusement. Bon. Quelques infos zappées, messieurs, dames. Vous nous rejoignez. Bon courage et bienvenue sur France Maghreb 2. Vous avez terminé votre journée de travail et puis d'autres chanceux qui nous écoutent, peut-être à la plage d'ailleurs, en train d'écouter les vagues. Ça va être bientôt notre tour, ne vous inquiétez pas. En tout cas, quelques infos zappées avec, à la veille de chausser ses crampons pour jouer le match de sa vie, Riyad Mahrez, 28 ans, le capitaine de l'équipe d'Algérie, doit être en proie à une émotion particulière, des espoirs en lui en tout cas, acclamé par tout un peuple qui a exulté devant son but magistral et libérateur, mon cher Gamal, donc le héros de la demi-finale face au Nigeria, qui comble de bonheur sa mère marocaine, aura quelques pensées demain lorsqu'il va rentrer sur le stade, ému pour son regretté papa algérien. Demain, un père dont il faisait la fierté, qui n'est plus là aujourd'hui pour le soutenir, l'applaudir et voir ses talents s'épanouir au grand jour. Donc Riyad Mahrez, on imagine donc qu'il aura une certaine émotion demain. Que vous dire d'autre? Dans les infos zappées, la Chambre des représentants des États-Unis a approuvé mercredi le blocage d'une vente d'armes d'une valeur de plus de 8 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite et à d'autres alliés. Un revers pour le président Trump qui devrait maintenant utiliser son droit de veto. Ça, c'est bien ça. Le Congrès qui bloque. Pas n'importe quelle petite somme quand même, c'est une grosse somme. Vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Ouais, moi ça s'appelle de l'habillage, c'est une blagounette. Le marché total, c'est 370 milliards de dollars. Donc 8 milliards qui passent à la trappe, ce sera compensé largement avec des dessous de table. Alors autre chose, messieurs, dames, vous avez Daesh qui menace clairement la Tunisie. Auteur de multiples attentats sanglants en Tunisie, a appelé à de nouvelles attaques dans ce pays dans une vidéo attribuée à cette organisation et présentée comme filmée d'ailleurs en Tunisie. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour la Tunisie, pour les Tunisiens? Toujours. Oui, toujours. Toujours, parce que le problème, c'est que c'est une organisation qui a été liquidée par les armes en Syrie et en Irak. Et aujourd'hui, ils sont en bout de course. Donc, quand on est en bout de course, ils n'ont plus rien à perdre. N'importe quoi, on n'a rien à perdre. Donc, c'est des coups d'éclat qu'ils vont faire. C'est ce qu'on appelle vraiment le baroud d'honneur. Ils vont faire une série, malheureusement, jusqu'à ce que, comme toutes les organisations qui ressemblent à ça avant, que ce soit Al-Qaïda ou autre, ça finit par disparaître, mais ça prend un certain temps. Je garde le meilleur pour la fin. Une excellente nouvelle que nous avons appris là aujourd'hui. Et une victoire pour les Chibani depuis le 1er juillet. Sachez que les retraités étrangers titulaires d'un titre de séjour qui ont au moins cotisé au régime de retraite français pendant au moins 15 ans peuvent bénéficier sans condition de résidence de la sécurité sociale. Ça, c'est une bonne nouvelle, messieurs. C'est pas trop tôt. Pas trop tôt. Depuis le 1er juillet, c'est rentré en vigueur. Et puis j'en parlais tout à l'heure, ce sont des policiers qui sont mis en cause dans des violences survenues principalement lors des manifestations de Gilets jaunes, figurent sur une liste de quelques 9000 membres des forces de sécurité qui doivent être décorés de la médaille de l'intérieur. C'est ce qu'on a appris jeudi de sources concordantes, confirmant une information de Mediapart. Voilà, des décorations qui ont été attribuées à tort seront retirées, assurées à l'AFP
l'AFP, l'entourage du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Dans un article publié hier soir, le site Mediapart a révélé qu'au moins 5 agents impliqués dans des enquêtes concernant des violences policières ont été distingués de la médaille de sécurité de l'intérieur pour engagement dans des opérations d'ordre public, principalement dans le cadre de la mobilisation des Gilets jaunes débutée le 17 novembre dernier. Parmi les personnes prochainement médaillées figurent 2 commissaires mis en cause dans l'enquête sur les violences subies par Geneviève Leguet, une manifestante de 73 ans blessée à Nice en mars lors d'une charge de police contre un rassemblement interdit de Gilets jaunes. 2 officiers dont les noms figurent également dans les enquêtes sur le passage à tabac de Gilets jaunes dans un fast-food à Paris et également le décès d'une octogénaire à Marseille, Zineb Redouane, sont également distingués par la médaille de bronze de la sécurité intérieure. Ils ont été identifiés. Il y a aussi quelqu'un. En tout cas, ils sont mis en cause dans des enquêtes. Ils n'ont pas évidemment été condamnés pour l'heure, mais ils sont visés par des enquêtes et ils ont été visiblement décorés. Ça quand même si effectivement on dit peut-être que on va vérifier tout ça, mais quand même, on prend le temps de vérifier qui on décore quand même. C'est quand même très limite. J'ai aussi lu, qu'il y avait Monsieur Chassin qui est le donneur d'ordre dans l'affaire de Nantes, avec la disparition de Steve. Exact. Dont on l'a toujours pas retrouvé. Il faut savoir que ce policier, je sais plus quel grade il a, Attends, je vais regarder. Il y avait déjà eu une alerte de la part de syndicats de police qui avait alerté la hiérarchie et qui remettait en cause ses méthodes parce qu'il prenait notamment l'intervention de ce qu'on appelle les baqueux dans le maintien de l'ordre et c'est lui qui a pris cette décision de charger, de gazer alors qu'il y avait des gens au bord de la Loire. Tu racontes une bonne blague. C'est un commissaire divisionnaire qui encadrait la charge policière, qui encadrait la charge policière très controversée près des bords de Loire la nuit de la fête de la musique à Nantes le 21 juin, puisqu'à Nantes un jeune homme, Steve, qui participait au rassemblement festif a disparu. Ses proches sont convaincus qu'il est tombé dans le fleuve en raison de la charge des policiers. Le ministère de l'Intérieur a confirmé dans un communiqué que 9971 ont été retenus dans le cadre d'une promotion exceptionnelle de la médaille de sécurité intérieure intitulée Engagement exceptionnel des forces de sécurité intérieure 2018-2019. C'est quand même hallucinant quand on sait qu'il a été dénoncé par des collègues. J'ai encore mieux que ça, moi. J'ai du très très lourd, moi. Ah bon, c'est quoi Gamal? C'est un copain d'enfance. Oui. Qui a basculé du mauvais côté de la barrière, on dira. Nous on rigole parce que c'est évidemment la police, c'était pas nos copains à l'époque. Il est devenu policier et plus que ça, il a travaillé pour la BAC à Barbès. Et il vient de se faire serrer très récemment. Alors c'est une star, lui, parce qu'il faisait il ferait du chantage, il détournait de la drogue, il jouait le protecteur pour les voyous, et il était décoré parce qu'il avait de super bons résultats par sa hiérarchie, qui a laissé passer quelques petits écarts. Et aujourd'hui, il a été incarcéré et poursuivi justement par rapport à ces questions-là, parce qu'il y a eu un témoignage d'un de ses collègues jeunes qui a été choqué par ça. Et il se trouve que ce gars-là, je le connais depuis l'enfance, et depuis l'enfance, ça a toujours été un gars un petit peu limite. Donc il a fini par intégrer la police en sachant que c'était un délinquant au départ. Flic ou voyou. Voyou, c'est en tout cas, moi, ça m'horripile quand même que de voir que le ministère de l'Intérieur, effectivement, décore, ça c'est une chose, mais qui prend pas le soin de vérifier le casting, quoi. Je veux dire, de gens qui décorent. On peut pas dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui ça fait amateur quand même. Excusez-moi. Ils se branchent les meufs en boîte. Je suis désolé. On voit tout ce qui s'est passé depuis le début des Gilets jaunes et même avant, mais avec les affaires de Castaner. On n'a jamais utilisé autant de gaz lacrymogène, de grenades de désencerclement, vraiment, on est dans de l'assaut pur et dur sur les manifestants. On n'a jamais vu de telles violences contre des manifestants et des blessés. On a vu quand même des choses assez graves. Des affaires étouffées, parce qu'il te dit, je parle notamment de Zineb Redouane. Exactement. À Marseille, silence radio. Exactement. Il y a eu une autopsie en Algérie justement qui a été faite. Oui, complètement. Mais dans le même temps, ce qui est drôle, c'est que dans le même temps, l'État nous demande de travailler sur les relations police-population en disant mais il faut améliorer les relations entre la police et la population, etc. Mais avec tout ce qui est médiatisé aujourd'hui, c'est très difficile. En fait, là où on devrait se dire de plus en plus compliqué, que l'officier de police est là pour nous protéger, quand on sait qu'une partie des jeunes en ont peur et qu'ils s'enfuient quand ils les voient. Parce que moi, je rappelle quand même pour le coup que la plupart des jeunes sont plus souvent victimes qu'auteurs. Et ça, c'est très souvent oublié parce que souvent, quand on parle des jeunes, c'est toujours en termes de délinquance. Dans un instant, vous êtes bien déchaînés, vous avez des trucs Castaner, tout le monde. On va y aller maintenant, c'est à vous. Sur le ring, Sabrina Sebaï, Céline Bourri et Gamal Abina, tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous. On est maintenant quasiment 24 heures, un peu plus de 24 heures de la finale de la Coupe d'Afrique. Tu vas regarder, Sabrina ? Regardez quoi? Le match. Ah oui. À ton avis. Oui, tu vas regarder ça où? T'as prévu où? Je sais pas encore. On m'invite à plusieurs endroits, donc je vais voir. Dis-lui même à l'hôpital, tu regardes. Exactement. Céline. Oui. Tu vas regarder?
Oui. Ou tu t'en fiches? Non, mais t'as le droit de t'en foutre. Non, non, je vais regarder. Est-ce que t'es lié éternellement à l'Algérie par ton mari? On sait pas. Non, que le meilleur gagne. On l'espère. Ah oui. Et Gamal? Bon, je te pose pas la question. Bon, je vais me couper les veines si je regarde pas, ouais. Et pourtant, il n'est pas très foot, Gamal. Hein. Non, mais l'Algérie, c'est pas le foot. L'Algérie, c'est l'Algérie. C'est autre chose, là. On qu'une mine, là. Hein. Ouais. Non, mais même si on n'est pas très foot, on regarde au moins la CAN et la Coupe du Monde. Oui, voilà, c'est la base. Absolument. C'est la base. C'est le minimum syndical. Voilà. Donc vous avez entendu, tous ceux qui ont invité Sabrina, elle va faire son choix. Donc attendez un peu, quoi. Allez, c'est parti pour le quiz, mesdames, messieurs. Ce quiz oppose aujourd'hui Céline Bory qui est à ma gauche, Gamal Abina au centre. Il est devenu macroniste, celui-là. Ouais, et Sabrina Sebaï à ma droite. Avec 5 questions à vous poser aujourd'hui. Voilà. Toutes en rapport évidemment avec la date d'aujourd'hui. Et nous sommes le 18 juillet. On profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon petit neveu. Bon anniversaire. On est en 1989. Inauguration d'un monument dans un quartier d'affaires à Paris. Quel est ce monument? À Bercy? Non, du tout. Un quartier d'affaires? Oui. C'est la Défense. La Défense. Oui, mais plus précisément. La tour. L'arche de la Défense. C'est moi, c'est Céline. C'est Céline. C'était évident. Céline, 1-0. C'était évident, mais pourtant elle. Mitterrand, j'ai honte. Non, mais pour moi. 89. Absolument. Tiens, on va voir si la candidate à la mairie de Ivry connaît un peu ses classiques. Création de la NPE, qui est l'Agence nationale pour l'emploi. 68. Créée en quelle année? 68. Pas du tout. 67 alors. 67, voilà, effectivement, est une bonne réponse. 1967, création donc de l'Agence nationale pour l'emploi. C'était sous De Gaulle. Un partout. Gamal, Céline. Sabrina. Je cherche à présent un romancier, membre de l'Académie française depuis 2017, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages, depuis notamment la saga La Baie des Anges, mort le 18 juillet 2017. De qui je parle? Wow, alors là, on fait moins les malins. Hein. Attends, je réfléchis, un romancier parce que... Oui, un romancier, auteur de plus d'une 2017. soixantaine d'ouvrages. Ouais. Oui, il est mort en 2017. Ça y est, non. Romancier, membre de l'Académie française depuis 2007, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages. Non, pas soixantaine, centaine, dont la saga La Baie des Anges. Son prénom est Max. Max Gallo? Non, pas Max Gallo. Si, est une très bonne réponse, monsieur Gamal Abina. Bravo. 2 pour Gamal, 1 pour Céline. 4e question. Je cherche un guitariste de jazz, mais aussi chanteur populaire, né en Guyane. Le 18... Henri Salvador. Henri Salvador, bien entendu. 1917. 1917, effectivement. Pratiquement 100 ans. Une chanson douce, Le lion est mort ce soir, etc. etc. Grand monsieur, qui nous a quittés, évidemment. Dernière question, 3 pour Gamal. Sabrina, peut-être pour toi celle-là. Je cherche un acteur, mais aussi humoriste, compositeur et cinéaste, né le 18 juillet 1933. Indice, 2h moins de quart avant Jésus-Christ. Coluche. Non, c'est pas Coluche. Alors c'est déjà joué avec lui, mais c'est pas Coluche. C'est Robert Lamoureux. Non. Alors c'est pas lui. Né en 1933. 33. Oui. Galabru, non, c'est pas Galabru. Non, c'est pas Galabru. Je vois qui c'est, je suis bête. Vas-y. Mais c'est celui qui parle comme ça, là. C'est bien ça. Comment il s'appelle déjà? C'est Michel Serrault. Non, c'est pas Michel Serrault. Non, c'est pas vrai. C'est pas Michel Serrault. J'ai vu tous les Jean. Oui. Jean-Yann. Elle l'a. Bravo. Elle l'a marqué son point. Ah, quand même. Jean-Yann quand même. Bon, victoire incontestable de Gamal Abina. 3 questions, 3 bonnes réponses. Céline 1, Sabrina 1. Bon, bah écoutez, bravo Gamal. Bravo Gamal. Merci. J'ai préparé. Alors écoutez-moi bien, le les pire, enfants. c'est Abdeslam, c'est à ce qui paraît. C'est l'assassin. Ah non, mais là, c'est un killer. Il va falloir s'en occuper. Il a mis une raclée à je sais plus qui là cette semaine, mais c'était violent. C'était monumental. Il fait du combat. Demain, écoutez, personne n'écoute. Demain, il y a Farid Tamsamani et Tariq Mami. Je leur ai fait un quiz. On va se régaler, les amis. Ah, je vais écouter ça. Très bien. On va l'écouter. Il fait du teasing maintenant. J'ai préparé ça hier, mais je me suis fait plaisir. On est entre nous. On est juste entre nous. Vous le dites surtout pas à personne, mais surtout pas à eux d'ailleurs. On garde ça pour nous. Évidemment. Bon, en tout cas, ce fut un énorme plaisir de vous avoir tous les 3 autour de cette table. Peut-être, allez, petite consigne pour éviter qu'il y ait du bordel demain à Paris. On espère la victoire algérienne. Qu'est-ce qu'on dit aux Algériens? On se comporte bien. Sourire et joie, c'est tout. Et on respecte le drapeau. Absolument. Il faut être digne. Et on est heureux que ce soit nous ou
le Sénégal. Il faut montrer qu'on est Herak, qu'on est des bons, qu'on nettoie après le passage, qu'on fait la fête. J'ai une minute encore pour répondre à cette question que je voulais vous poser. Est-ce que le foot, qui est l'opium du peuple, hein, pour le coup, est-ce que ça peut finalement calmer la contestation populaire en Algérie, mon cher Gamal? Absolument pas, c'est bien au contraire. J'ai eu une information d'une de nos correspondantes qui m'a envoyé une vidéo incroyable. Amina Lakri, notre correspondante. Absolument, et qui a montré que non seulement il y a une explosion de joie et ils ont repris le chant des supporters par rapport à cette révolution dont maintenant que tout le monde connaît, ce chant des supporters qui a juste après le foot pour dire voilà, on s'est réapproprié non seulement notre pays mais notre sport. Ils ont tout repris. Donc là vraiment, non seulement ça va pas les calmer, mais je rappelle tout de même à titre indicatif que la contestation est née dans les stades. Tous les supporters chantaient dans les stades contre le pouvoir et à chaque fois que ça passait à la télévision, eh bien bizarrement le son chutait. C'est vous dire un peu la force de ce mouvement qui est né dans les stades. Est-ce que tu penses que le foot peut calmer la contestation, Sabrina? Non, moi je pense pas. Je pense que ça c'est un peu réduire les Algériens de se dire que parce qu'ils vont gagner la CAN ou parce qu'ils sont arrivés en finale, ils vont oublier cette soif de démocratie qu'ils ont exprimée depuis plusieurs mois maintenant. Je pense au contraire que ils vont apprécier cette victoire s'ils gagnent, et même s'ils gagnent pas d'ailleurs, ils apprécieront. Le foot c'est le foot, mais je pense que derrière cette soif de démocratie et de changement en tout cas, et là c'est pas du pipeau parce que tout à l'heure on parlait de François Hollande. Absolument. Là le changement, je pense que justement le peuple algérien a soif de ça et je trouve en plus qu'ils le font très bien. On a vraiment des leçons justement à apprendre de ce peuple qui fait une révolution, en tout cas on l'a appelée révolution du sourire. Je trouve vraiment qu'elle porte bien son nom. Céline, tu partages l'avis de tes camarades? Moi je pense que le mouvement il est en marche et que non, pas en marche. En marche, pas en marche. en tout cas que les Algériens en Algérie sont en marche et que c'est pas la CAN qui va les arrêter, même si bien évidemment on sait que c'est un sport très très populaire en Algérie, mais que cette réelle volonté de changement elle s'arrêtera pas là. Ouais. Bon alors écoutez, c'est terminé. Je veux juste terminer par rapport à la question du jour qu'on vous pose à propos du perdu, comment s'appelle-t-il déjà, monsieur Jardin. Ouais, Jean du Jardin. Non, c'est pas Jean du Jardin, c'est Patrick Jardin. Patrick. Qui a signé un truc ordurier à vomir dans Riposte laïque sur les Algériens, où il appelle clairement à tirer sur la racaille algérienne, qu'on vous a mis sur la page Facebook France Maghreb 2, également Christophe Le Grand Forum, un formulaire pour signaler ce type de propos, et on compte sur vous effectivement pour signaler en masse. On ne peut plus, nous n'avons plus le droit de laisser passer de tels propos. C'est juste scandaleux, parce que quand tu vois ça, moi, ça tue finalement tout le travail qu'on effectue depuis de nombreuses années, en essayant à notre petit niveau de sensibiliser et d'alerter, et de voir que l'on est encore à demander, à quémander aux gens de signaler. Franchement, il faudrait qu'on avance un tout petit peu quand même, si on souhaite se faire respecter. La bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même trouvé un bon réceptacle, hein. C'est une belle ordure, il pose donc ça va. C'est clair. Salut à tous, bonne soirée. Et rendez-vous demain évidemment, toujours à la même heure. On est là jusqu'au fin juillet sur France Maghreb 2 pour le Grand Forum, bien sûr. À la plage et à Paris, il est 18h. Le rappel de l'actualité avant de trouver Medjed dans un instant. Bonsoir à tous. La réforme des retraites se précise. Les Français seront poussés à partir à la retraite après 64 ans s'ils veulent un taux plein. Et les 42 régimes existants seront rassemblés dans un système unique. C'est ce qui ressort du rapport présenté par le haut-commissaire chargé du sujet. Un rapport présenté ce matin et qui servira de base au projet de loi. Les pompiers en intervention pourront bientôt prendre l'autoroute gratuitement. Une convention a été signée cet après-midi. Dans les faits, les pompiers étaient déjà exonérés de péage. Ils seront désormais équipés d'un badge pour passer gratuitement et plus rapidement. Les proches d'Adama Traoré appellent à une grande marche blanche samedi à Beaumont-sur-Oise. Ils veulent en faire un acte historique contre les violences policières en général, avec le soutien notamment des Gilets jaunes. Adama Traoré est mort il y a 3 ans, peu après son arrestation par les gendarmes. L'affaire est toujours à l'instruction, mais elle est devenue un symbole des violences policières. Au Maroc, 3 hommes sont condamnés à mort pour l'assassinat de 2 Scandinaves. Les 2 touristes avaient été décapités au nom du groupe terroriste État islamique à la fin 2018. L'incendie qui a ravagé un studio d'animation au Japon a fait au moins 33 morts. 10 autres personnes sont dans un état grave. Un homme a été arrêté. Il a été vu en train de répandre ce qui ressemble à de l'essence autour du bâtiment. Le Français Julien Alaphilippe conserve le maillot jaune au terme de la première étape dans les Pyrénées sur le Tour de France. Je me ferai le plus mal possible pour défendre le maillot avec honneur, a-t-il déclaré à l'arrivée. Cette 12e étape a été remportée par le Britannique Simon Yates de l'équipe Mitchelton. Demain, ce sera un contre-la-montre individuel de 27 km à Pau. Et puis, Instagram s'inquiète de la santé mentale de ses utilisateurs. Le réseau social vient de masquer les likes dans 6 pays, dont le Japon, le Brésil ou l'Italie.
Instagram espère ainsi diminuer le stress des utilisateurs qui s'inquiétaient du nombre de mentions j'aime sous leurs publications. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.